Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo rétrospective. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, pardon. Donc j'ai en voyant quel film est un petit peu à l'actualité ces derniers temps et notamment les Amazing, on en parlera bien entendu, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un réalisateur qui se fait assez discret dans les médias, voilà, qui n'est pas souvent valorisé, il met ça en valeur malgré la filmographie et les très bons films qu'il a fait. Il s'agit de Mark Webb, qui a à son actif 5 films dont nous allons parler en détail tout au long de cette rétrospective. Mais je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné donc, de l'ami Ciné Sir Galaxy. Salut à toi. Oh, salut à toi, merci de m'avoir invité. Bah avec plaisir. Alors, Sincere Galaxy, vous l'avez déjà vu à 2 reprises sur ma chaîne. Alors, il était intervenu pour vous parler donc de Us et Knightwood lorsque j'avais fait mes reviews donc spéciales retour en 2019. Et vous l'aviez vu lorsque on avait fait notre petite trailer action ensemble donc sur Matrix 4 Resurrection. D'ailleurs, on a fait un live pas plus tard qu'il y a 2 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, on a fait tout un tas de lives ensemble au cours donc de l'année précédente, hein, que ce soit SOS Fantôme. SOS Fantôme, Ridley Scott, enfin bref, vous pouvez aller voir tout ça sur sa chaîne. Voilà, je vous mettrai sa chaîne en lien dans la description, bien entendu. Donc, c'est un plaisir donc de faire cette rétrospective avec toi, Julien. Voilà, je voulais parler de Mark Webb, mettre en avant donc certains de ses films que j'aime énormément, comme son premier film d'ailleurs, ou même Les Amazing et même ces 2 derniers. Voilà, je voulais mettre en avant son travail. Donc, je suis très heureux donc de pouvoir en parler avec toi. Donc, il y a un film dans sa filmographie que tu n'as pas vu, et c'est son dernier Exactement. en date, justement, Son donc tout qui est dernier sorti film en en… date qui s'appelle Liaison à New York. C'est le seul que j'ai pas vu, mais les deux autres que je n'avais pas vus, c'est-à-dire hors Spider-Man, je les ai regardés, on est dimanche, je les ai regardés cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, exprès pour pouvoir en parler avec toi. Et donc, c'est la première fois que je les ai découverts. Et du coup, merci de m'avoir fait découvrir ces films, mais on va en parler. Eh bah, écoute, hein, tout le plaisir est pour moi. Alors, c'est vrai que on n'en parle pas souvent, comme je disais de Marco, voilà, c'est pas un réalisateur qui est particulièrement valorisé, voilà, parce que c'est vrai que on n'entend plus vraiment parler ces dernières années. Et même si il y a 2 de ces films qui ont été remis un peu aux tendances ces derniers temps, on en parlera évidemment brièvement. Mais voilà, je voulais vraiment discuter de son travail, discuter de ses films, discuter de ses thématiques, voilà, parce que dans chacun de ces films, il y a des thématiques bien précises, voilà. Même si Mark Webb n'est pas un auteur, c'est un petit peu plus qu'un simple faiseur, qu'un simple metteur en scène qui fait des films sur commande, parce que c'est vrai que certains films qu'il a fait, comme les The Amazing, par exemple, bien entendu, on en parlera, il a quand même une patte d'auteur, il a quand même des thématiques qui reviennent à chaque fois, et je voulais vraiment mettre ça en avant parce que il a fait des films dont on ne parle pas assez, voire jamais, mais qui sont quand même assez importants pour moi. Donc, si tu me dis que tu les as appréciés, voilà, toi, tu as le point de vue du coup d'un premier visionnage. Moi, du coup, par exemple, j'ai vu son premier film dont on parlera dans quelques instants, 10 fois, que j'avais énormément aimé. Donc voilà, donc écoutez, on commence 2009, 500 jours ensemble avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel. Et c'est un film qui parle non pas d'une histoire d'amour, mais au contraire, ça déconstruit une relation amoureuse. Voilà, comme le film nous l'indique au début en voix off, donc c'est la rencontre entre un garçon et une fille. Voilà. Je vais en rester là pour le moment. Écoute, Julien, dis-nous comment tu l'as découvert, qu'est-ce que tu en as pensé, voilà, vas-y. J'en avais beaucoup entendu parler parce que c'est un film, parmi les films indépendants, c'est un film qui avait eu son petit succès d'estime quand même, et j'en avais beaucoup entendu parler, mais ça m'avait jamais vraiment attiré, je savais pas trop vraiment le thème du film. Et quand j'ai appris que c'était Mark Webb, sachant que voilà, les deux The Amazing Spider-Man, moi tu le sais, c'est parmi peut-être même mes préférés, même si j'adore Sam Raimi. Et du coup, après, je me suis dit, il faut vraiment que je donne une chance à ce film. Et je me suis décidé, après que tu m'as invité pour cette rétrospective, et j'ai adoré ce film que je te dis, j'ai vu cette nuit, il y a encore quelques heures, en fait, ce matin, très tôt. C'est un film, comme il est dit dans le film, qui déconstruit tous les stéréotypes, les clichés et l'idée que nous véhicule à la fois la pop culture, le cinéma, Hollywood, les romans, les chansons d'amour, qui déconstruit tout ça de manière réaliste pour nous montrer ce qu'est réellement
l'amour, comment ça se passe, est-ce que c'est prédestiné, les coups de foudre, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que l'âme sœur existe ou pas, et franchement, c'est tellement bien joué, avec tellement de sincérité. Zoé Deschanel et moi, franchement, Zoé Deschanel, j'adorais déjà Zoé Deschanel pour l'avoir vue dans Yes Man et d'autres films. Mais je la trouve tellement naturelle, et Joseph Gordon-Levitt aussi, qui est excellent. Euh, c'est vraiment un film, en fait, qui te donne envie de t'intéresser à l'amour, la thématique de l'amour, et qui n'est pas cynique, mais qui, en même temps, est réaliste. Et j'adore les films qui sont pas cyniques, mais en même temps qui sont, voilà, qui sont plutôt réalistes sur la thématique. Et franchement, c'est vraiment un film référence en matière de comédie romantique, même si ça se définit pas comme une comédie romantique. Je trouve que c'est une comédie romantique, mais c'est pas un film amer en fait. Quand tu termines le film, c'est pas amer, t'es pas triste, t'es pas frustré comme les personnages. Bah Voilà. écoute, je vais rebondir du coup sur tout ce que tu as dit. Et déjà, je vais rebondir sur un mot, les stéréotypes, parce que c'est vrai du coup que c'est un film qui enlève tout stéréotype. Voilà, donc ce coup de foudre inattendu au coin d'une rue, les deux personnages tombent amoureux et du coup entament une idylle presque trop belle pour être vraie. Et c'est ça en fait, 500 jours ensemble, c'est ça déconstruit en fait donc tous ces clichés, bon, insupportables non, parce que c'est vrai que ça fait toujours du bien, voilà, de voir une belle histoire d'amour comme le coup de foudre d'un Naughty par exemple, qui est le must de la référence en matière de films clichés, romantiques, etc. Mais c'est un très bon film, hein. Moi je l'adore, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que 500 jours ensemble, et ben, ça enlève tout ça. Et justement, Mark Webb, du coup, en faisant des retours en arrière, en disant là où ça a cloché pour ce couple-là, quel était le problème, voilà, parce que du coup, on est face à deux héros, donc qui, je le rappelle, donc s'appellent Tom et Summer. Voilà, donc lui, il travaille donc de base, il a fait des études d'architecture et il travaille en fait dans une entreprise qui écrit des poèmes. Donc déjà, on est sur un personnage idéalique, romantique, en apparence lambda. Voilà, c'est un personnage qui n'a rien de séducteur, par exemple, comme pourrait l'être Hugh Grant, soit la référence dans le genre playboy, dans le genre romantique. Voilà, c'est un homme comme on pourrait en croiser mille dans la rue. Zoé Deschanel, du coup, donc ça va raconter cette histoire-là, mais c'est une histoire naturelle. Comme tu le disais si bien, donc c'est un film qui garde les pieds sur terre. Voilà, donc qui nous montre la tristesse, la séparation, la rencontre, en fait, toutes les étapes d'une relation entre un homme et une femme dans la vie réelle. Voilà, parce que c'est vraiment un film où on peut s'identifier parce que ça pourrait se passer. Voilà, la femme qui a peur de l'engagement et de l'homme, du coup, qui lui voudrait avancer. Voilà, il y a plusieurs scènes de disputes et de scènes de ménage entre les deux parce que bah, lui comprend que Summers a cette peur de l'engagement alors que lui, bah, il s'identifie, voilà, et il pense que qu'ils forment un couple heureux. Voilà, et c'est vrai que quand on les voit, leur alchimie, elle transparaît tellement bien à l'écran qu'on se dit, bah, waouh, c'est beau et on a vraiment envie du coup de connaître ça. Mais pour autant, on y croit encore plus parce que c'est un film qui n'a pas de cliché, qui est plus vrai que nature et qui est sincère. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs phrases, notamment vers la fin, qui font assez mal et que à la place de Joseph Gordon-Levitt, on vivrait assez mal. Par exemple, vers la fin du film, elle lui dit, bah voilà, ce que je ne croyais pas avec toi, et ben je l'ai cru avec un Ouais. autre. Et cette histoire et cette phrase-là, en fait, la scène qu'ils ont à la fin sur le banc, n'importe lequel d'entre nous pourrait le vivre en réalité. Voilà, c'est pas une scène de rupture idyllique ou même trop cynique, comme tu le disais, parce que c'est pas un film frustrant du tout. En fait, c'est un beau film. Et c'est vrai que même si le film ne se finit pas forcément bien, il y a quand même cette note positive qui fait qu'on a adoré le film. Et la preuve, puisqu'on en parle très bien aujourd'hui, voilà, la preuve, puisque tu as aimé. Et c'est vrai que moi, en fait, le film, je voulais vraiment lui laisser une chance parce que j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de différent. Voilà. Et il y a ce personnage que j'ai beaucoup aimé, donc il va donner des conseils à Tom. Et donc c'est la jeune Chloé Grace Moretz, donc C'est qui est mon une toute personnage jeune préféré actrice. du film. Et bah oui, non mais alors c'est peut-être pas mon personnage préféré du film, mais en tout cas cette petite fille est extrêmement précoce, voilà, qui va donner des conseils à Tom. Bon, vous voyez un peu le tableau, voilà, une petite fille, pas
aussi petite qu'une fille de 10 ans, voilà, qui donne des conseils sur la relation amoureuse à Tom. Voilà, il n'y a rien de plus drôle et de plus vrai que ça. Et ils ont deux, trois moments comme ça, voilà, parce que c'est une fille qui parle déjà de la vie comme si elle avait déjà la vingtaine ou même la trentaine, alors que c'est une gamine. Et à son âge, une gamine qui a l'innocence, et ce mot-là est très important, elle a de l'innocence. Et on peut se dire, mais il y a pas quelque chose qui cloche. Et ben non, justement, parce que c'est le surréalisme de son personnage. Bon, c'est peut-être le truc le plus, on va dire, what the fuck du film. Voilà, c'est le rôle, ce personnage-là. Mais en fait, c'est plus drôle, donc du coup, ça passe très bien. Et c'est vraiment ce qu'on va dire. On va dire, oui, le personnage de la petite fille. Oui, parce que c'est vraiment un personnage important, nécessaire, précoce, mais qui, encore une fois, inculpe des conseils à un Tom qui, lui, est complètement dans cette histoire d'amour. Et vraiment, pour moi, bah, c'est pour ça que j'aime tant le film, en fait, parce qu'il est touchant, il est drôle, il est positif, il a les pieds sur terre. Voilà, quoi. Tu as déjà énoncé pas mal de qualités, il enlève tous les stéréotypes. Voilà, c'est ça, 500 jours ensemble. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, surtout sur Chloé Grace Moretz, qui, moi, bon, Chloé Grace Moretz, je l'avais découvert avec Les Kick-Ass, et ensuite j'ai beaucoup regardé ses autres films, et j'avais jamais vu 500 jours ensemble, et le fait de la voir, elle est 13 ans de moins, puisque le film est de 2009, euh, je me dis, en fait, c'est une actrice, Chloé Grace Moretz est excellente depuis qu'elle est enfant, en fait. Elle est vraiment excellente. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est un thème qui revient dans la filmographie, mais on y reviendra. Les enfants précoces, c'est un thème qui revient dans la filmographie de Mark Webb. Mais ce petit personnage, comme tu dis, elle doit avoir 10, 12 ans. On doit avoir maximum un quart d'heure dans le film. Mais les scènes où elle est là, à aucun moment elle fait donneuse de leçons. Et comme tu dis, c'est réaliste. Parce que oui, les enfants aujourd'hui, pour certains, ils sont très observateurs, ils voient comment ça se passe, ils sont pas encore gavés par les clichés de toute la pop culture sur les histoires d'amour, et ils observent les grands, et c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont moins matures sur certains points. J'ai adoré le fait qu'elle lui donne des conseils, mais ça fait jamais donneuse de leçons, et c'est en fait la petite sœur qui va être là pour le grand frère, alors que normalement ça devrait être l'inverse, c'est la petite sœur par des petits tapements d'épaule ou ce genre de choses quand il va la voir à l'entraînement, lorsqu'elle joue au foot. C'est la petite sœur qui va lui remonter le moral, qui va lui faire retrouver le goût à la vie à certains moments parce il est en dépression. J'ai adoré ce personnage, tu sens, c'est un personnage solide. Et pourtant, encore une fois, elle est haute comme trois pommes, quoi. Elle doit faire 1 mètre et j'ai adoré ce personnage. Et, dès le début, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, oh, Chloé Grace Moretz, son talent, c'était vraiment très précoce. Et au-delà de ça, bah, comme tu disais, voilà, la relation entre les deux, cette scène et surtout cette phrase, quand elle lui dit, bah, j'ai trouvé chez l'autre personne ce que j'avais pas trouvé chez toi, je me suis dit, comment c'est violent quand tu dois te prendre quelque chose Ouais, comme ça ouais, dans c'est le... sûr, ouais, Ah, comment ça fait c'est très violent, mal. en fait. C'est le mec, il pensait qu'il se dit, oh, ça va s'améliorer, on va se remettre ensemble. Et bam, elle lui dit ouais, un truc comme ça fait mal. Et en même temps, c'est un film qui est résolument positif. J'adore les fins qui sont positives. Moi, ça m'a fait penser, sous certains aspects, à La La Land, plutôt à la fin de La La Land. Je pense, tu vois ce que je veux dire, la dernière scène où on voit le regard de Emma Stone qui Oui, croise oui, le oui, tout à fait, regard ouais, de ouais. Ryan Gosling. Tu vois, ça se termine bien d'une certaine manière et en même temps, tu es triste parce qu'ils finissent pas ensemble, mais tu sens que chacun va faire leur bout de chemin et d'une certaine manière, voilà, il y a des points communs avec La La Land, même si je préfère La La Land, parce que La La Land, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Mais 500 jours ensemble, en histoire romantique, je trouve que c'est un très beau film. Et encore une fois, voilà, il y a un peu le même déroulé dans leur histoire d'amour. Et, euh, et ce qui est bien dans le film, c'est que tu revois certaines scènes, comme tu disais, mais voilà, tu fais un focus, tu te dis voilà, pourquoi ça n'a pas marché, et tu dis, ah oui, à travers des petites choses subtiles, tu dis, ouais, mais c'est vrai que le personnage, là, quand on a vu la scène, on n'a pas fait gaffe, mais c'est vrai qu'en fait, il n'a pas assez écouté, il n'a pas assez écouté la fille avec qui il était. Peut-être que là, il aurait dû faire plus attention, moins s'écouter lui, et peut-être que elle, là, elle aurait dû réagir de telle manière. Et à travers des détails de scènes qu'on a vues, mais dont on n'a pas fait attention dans le film, on comprend pourquoi la relation, elle s'est effritée.
Et donc, c'est un film beaucoup plus subtil. Et je pense, toi, tu l'as vu plusieurs fois, mais je pense que c'est un film que tu dois apprécier encore plus au second ou aux autres visionnages. Tu dois repérer des choses. Alors oui, c'est sûr, hein, c'est vrai que, comme tu disais, il y a ce mot subtil, parce que c'est vrai que même s'il y a de nombreux moments romantiques du coup entre Tom et Summers, il y a des choses qu'on ne repère pas forcément, et puis c'est là qu'on se dit, bah oui, c'est là où le film marche, c'est parce que c'est subtil en fait. Encore une fois, on garde les pieds sur terre, et Mark Webb en fait, au travers donc de certaines scènes, il nous montre des petites choses et il nous dit, bah voilà, chaque couple a ses failles, mais des failles qu'on ne voit pas forcément. Et je vais revenir du coup sur cette fameuse phrase à la fin parce qu'elle marque justement et c'est pour ça que Ouais, le film reste dans les esprits parce que quand j'ai vu le film, je l'avais même fait voir à des amis tellement il m'a même marqué et quand elle prononce la phrase, c'est si bien joué qu'en fait on a même presque l'impression que Zoé Deschanel est en train de nous larguer parce que enfin c'est tellement cru, c'est tellement violent et on s'identifie en fait à Tom et c'est vrai qu'à sa place la phrase elle nous mettrait KO, enfin on pleurait parce que ça fait mal. Non, mais c'est là où le film marche très bien, c'est que vu que le film garde autant les pieds sur terre, que le décor fait extrêmement naturel, voilà, ils sont sur un banc, ils discutent, voilà, elle lui donne de ses nouvelles, elle lui dit qu'elle va se marier, voilà, lui il lui dit, alors tu voulais être la petite amie de personne et au final maintenant tu es l'épouse de quelqu'un. Encore une fois, c'est des répliques qui fonctionnent si bien, on voit que les répliques sont travaillées parce que c'est des répliques du coup qui sont en cohérence avec tout le film. Voilà, il y a une scène de ménage où du coup elle lui dit oui, mais moi je t'aime. Et lui, non, me dis pas comme un ami, alors qu'on fait énormément de choses de coup. Voilà, on fait ceci sous la douche, voilà, il se passe plein de choses. Voilà, ils traversent plein de choses. Leur couple, il évolue. Enfin, leur relation, leur histoire prend une forme comme tous les couples habituels en soi. Mais malgré tout ça, il y a des failles et c'est ce que le film nous montre, les failles du couple. Et bon, c'est un film du coup à ne pas regarder en couple et c'est ça qui est bien parce que c'est un film qui est réaliste. Et oui, c'est vraiment ça le plus important. Et du coup, Mark Webb, à travers ce film-là, ce qu'il met en place, c'est les rapports entre un homme et une femme, la relation amoureuse. Et la relation amoureuse, c'est une thématique qu'il met en place dans ce film-là et qu'on retrouvera dans chacun de ses films, enfin dans ces 4 autres films. Voilà, que ce soit dans Les Amazing, à travers la relation entre Peter et Gwen, on en parlera dans quelques instants. Mais oui, en tout cas, Mark Webb, on comprend déjà avec ce 500 jours ensemble, donc 500 Days of Summer en version originale, que lui, il sait très bien travailler les relations amoureuses avec sincérité, sans, comme tu le dis, bon, tu faisais référence à La La Land, qui est plutôt un film qui est beau, qui fait rêver, qui est tout en chanson. Bon, j'adore La La Land, j'adore Damien Chazelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que tu faisais référence justement à cette fin qui était positif sans être amer, alors que les deux personnages ne sont pas ensemble. Voilà ce fameux regard qui est assez destructeur, mine de rien. C'est aussi pour ça que 500 Days of Summer marche. Et peut-être, je comprends maintenant pourquoi tu as fait un lien entre ces deux films, parce que ces fins-là, les deux personnages ne sont pas ensemble, mais malgré tout, on retient quand même du positif de leur histoire. Ça veut dire que les deux personnages ne se détestent pas. Voilà, c'est ça. ils continuent de se parler alors qu'ils sont séparés. Voilà, ils font un état, un bilan de leur vie séparément. Et voilà, c'est vrai qu'à la fin, quand Mia fait ce regard à Sébastien, en gros, c'est comme si elle le félicitait parce qu'il a réussi à ouvrir le club de jazz dont il rêvait tant. Et d'un autre côté, Tom constate que tout va bien pour Summers et lui, à la fin, la félicite avec sincérité. Donc, les personnages restent en bons termes malgré tout. Et ce qui peut aussi arriver, du coup, dans la vraie vie, quoi, deux personnes qui se sont séparées, qui ont vécu une belle histoire, mais qui n'est pas forcé de mal se terminer, peuvent rester en bons termes et continuer de se fréquenter sans avoir envie de s'arracher un œil. Et c'est là, justement, où 500 Days of Summer vise juste, c'est parce que ce couple qu'on voit à l'écran résonne juste du début à la fin. Voilà. Du coup, je vais rebondir sur quelque chose que tu avais dit un petit peu. Zoe Deschanel, elle a joué dans un très bon feel-good movie que j'adore, du coup, avec Jim Carrey, soit la personne qui nous erre le plus de notre quotidien, voilà, avec ses mimites qui me font toujours plier en quatre. Et justement, c'est vrai que là où 500 jours ensemble est un film très terre à terre, justement, Yes Man, c'est un appel à être dans un délire total, à dire oui à tout, justement. C'est intéressant que tu aies fait que tu aies fait allusion à ce film-là, que j'aime énormément, pour le coup, parce que, encore une fois, Yes Man, il a cette part de sincérité, voilà, la relation amoureuse qu'il entretient avec Jim Carrey, elle arrive quand même à être assez vraie, voilà, on perçoit vraiment les sentiments entre les deux personnages, même si Yes Man, c'est un film qui a beaucoup moins les pieds sur terre que ça, parce que des fois, on est embarqué avec Jim Carrey dans des situations
dans des situations absolument drôles et hallucinantes. Mais bon, ça, c'est le propos du film. Et c'est avec Jim Carrey, de toute façon, on va pas voir quelque chose de normal parce que c'est son jeu d'acteur et c'est son type de rôle. Donc là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que Zoé Deschanel, bah, elle peut passer. On sent qu'elle a du talent pour jouer ce genre de personnage-là. Voilà, ce genre de personnage juste, gentil, joli, parce que c'est vrai que c'est une très belle femme qui est très agréable à Elle a regarder à des yeux l'écran. magnifiques. Mais oui, c'est sûr. Et encore une fois, pour revenir sur le personnage de Chloé Grace Moretz, c'est intéressant justement qu'ils aient choisi ce personnage-là parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie hollywoodienne actuelle, Chloé Grace Moretz, c'est un petit peu l'actrice qui, voilà, qui fait son chemin à Hollywood sans pour autant faire partie donc, de ces femmes sur lesquelles on pourrait forcément, bon, fantasmer, c'est un mot un peu fort, mais qui ne fait pas partie donc, de toute cette, comment dire, parce que tu sais, parfois, sur de jolies actrices, voilà, on a forcément des arrière-pensées. Bon, je ne trouve pas les mots, mais je pense que tu as compris. Je pense que tout le monde nous comprendra ici. Et c'est vrai que Chloé Grace Moretz n'est pas dans ce mouvement-là. Voilà, des belles actrices en robe moulante qui défilent voilà, sur la red carpet ou qui figurent forcément en tête de liste de tous les films. Non, Chloé Grace Moretz, ce n'est pas cette actrice-là. C'est une jeune femme, voilà, qui a eu ses rôles, voilà, donc sa révélation dans Petit Cas que j'aime bien. Bon, elle a fait dernièrement Tom et Jerry que j'ai apprécié sans plus, mais voilà, elle fait son petit chemin à Hollywood, mais sans trop se faire remarquer. Voilà, elle se fait discrète et c'est pour ça que justement aujourd'hui, quand on y repense, quand on voit le chemin qu'elle a fait à Hollywood et quand on voit son rôle dans le film, on se dit qu'en fait c'est cohérent avec la personnalité de l'actrice. Voilà, elle est jeune, mais à la fois c'est elle, bon, elle fait juste mature, elle fait juste adulte, elle fait juste précoce et ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, pour moi, encore une fois, ça Sunday of Summers, comme tu le disais, avec plus visionnage, je pense qu'on l'apprécie encore plus, on remarque encore plus les petits détails ici et là. Et c'est pour ça, en fait, c'est un film qui se décortique, on y voit pas des choses qu'on n'aura pas forcément vues au premier visionnage, on comprend d'autant plus les choses, on en apprend encore plus. Voilà, il y a par exemple cette rencontre dans l'ascenseur entre Tom et Summers, ce que moi j'adore, voilà, quand lui il a son casque, voilà, il fait semblant d'être indifférent à sa présence et en fait, c'est elle qui l'aborde. Après, il y a cette scène dans le bar où elle lui fait part du fait qu'elle ne veut pas s'engager, qu'elle ne veut pas sortir avec personne, et finalement, bah, ça finit par une embrassade, puis après, les deux commencent une histoire, enfin voilà, il y a tout un schéma, il y a tout un parcours, voilà, on reflète en fait ce film peut refléter la vie de tous les jours et c'est pour ça que moi je l'adore, mais il ne me fait pas pleurer, il ne me frustre pas, il me rend joie. Voilà, c'est un feel good réaliste, sincère, qui a toutes les qualités qu'on peut rechercher dans une comédie romantique, mais qui ne raconte pas forcément quelque chose de joyeux. Si tu vois ce que je veux dire, voilà, Totalement c'est un d'accord. film qui déconstruit les stéréotypes, mais qui arrive quand même à nous mettre de bonnes vibrations, et ça, c'est très fort. Et je rajouterai, avant peut-être qu'on passe au reste, mais je rajouterai que, comme tu le disais, c'est un film où il y a une absence de méchanceté, même dans leur séparation. C'est pas des personnages qui veulent se faire mal l'un à l'autre. Même quand elle dit cette phrase qui est terrible, elle l'a dit sans être conscient de la répercussion que ça peut avoir. Elle l'a dit, mais pas pour faire du mal, tu vois, pas pour blesser. Et excuse-moi, c'est quelque chose qui est très présent. Les personnages ne cherchent pas à se blesser. Et ça fait plaisir parce que dans beaucoup de films, ils sont là, ils s'insultent, ils s'écharpent. Et là, c'est pas le cas. Ils cherchent pas à se blesser les personnages. Zoé Deschanel, elle a toujours ce genre de rôle, comme tu disais dans Yes Man, ce genre de rôle un peu lunaire. Elle est déconnectée en fait. Tu as l'impression qu'elle est sur une autre planète. Même dans Phénomène de Shyamalan, que j'ai réévalué par la suite parce que au cinéma il m'avait déçu, mais après par la suite je l'ai réévalué à la hausse. Elle a quand même ce genre de rôle et franchement elle joue très très bien pour ça. Alors j'ai pas vu sa série New Girl, mais apparemment elle cartonne. Et il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est New York, l'architecture de New York. Je trouve que c'est un film qui met très bien en avant la ville de New York sous ses beaux aspects. Parce que justement, comme le personnage de Tom, joué par Joseph Gordon-Levitt, est architecte, tu as de beaux plans, tu vois, sur des immeubles, sur Central Park. À un moment donné, ils sont sur le banc, et c'est pour ça que je te disais, ça me faisait penser à La La Land.
La La Land, les deux personnages aussi sont sur un banc, mais on a la ville de Los Angeles qui est mise en avant avec son côté romantique. Là, c'est la ville de New York qui est mise en avant. Donc, ouais, quelque part, il y a ce négatif de se dire un petit peu, d'un côté, tu as New York mise en avant, de l'autre, dans La La Land, c'est Los Angeles. Deux faces d'une même pièce, deux films qui sont réalistes et en même temps qui cherchent un peu à faire rêver. Et puis la dernière scène où il rencontre donc Minka Kelly, qui elle s'appelle Autumn. Et après avoir rencontré Summer l'été, il rencontre Autumn. Bah, tu te dis, ouais, il sort d'une période et là, bah, il va sur une autre saison et c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Franchement, j'ai apprécié le clin d'œil. Alors, c'est peut-être quelque chose que en français, les gens vont pas forcément comprendre parce que il faut savoir summer que c'est l'été et automne que c'est l'automne, mais c'est un petit clin d'œil comme ça. C'est ce genre de choses qui enrichit le film et puis à la fin, encore une fois, c'est très pudique et c'est un film qui est très pudique, je dirais juste, c'est très pudique parce que même dans les scènes de sexe qu'il y a dans le film, on nous les montre pas, on s'attarde pas trop sur les personnages qui s'embrassent et c'est absolument pas vulgaire. Ça, c'est peut-être ce que j'ai aimé le plus. Il n'y a pas de gros mots dans le film, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de blagues trash. Comme quoi, on peut faire du romantique sans faire du trash, sans faire en dessous de la ceinture et en faisant de la qualité. Et donc, ça fait plaisir. Alors oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est un film très pudique qui préserve entre parenthèses l'intimité du couple qu'on a à l'écran. Et je vais rebondir donc, c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que on en parle beaucoup. Voilà, on sait que les deux personnages ne sont pas vraiment innocents, ne sont pas vraiment purs, mais le film est pur avec eux, quoi. Il se montre vraiment pudique et c'est ce qui fait que le film a son charme justement parce qu'on ne s'attarde pas sur des choses qu'on voudrait voir. Voilà, on suggère, c'est subtil, on le voit, on sait ce qui se passe, mais on reste quand même à l'écart. Voilà, quand ils sont sous la douche, on devine ce qu'ils font, mais ce n'est pas montré. Et ça, c'est un très bon point et c'est pour ça que justement l'alchimie et le charme entre les deux personnages est correctement préservé parce qu'on ne montre pas de choses intimes entre les deux. Voilà, on les voit plus quand ils sont dans leur lit, quand ils se font des câlins, quand ils se font des bisous, bref, des choses beaucoup plus charnelles, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui marche mieux, c'est vraiment plus un choix. De toute façon, Mark Webb, quand il fera Liaison à New York en 2017, et c'est moi qui vous en parlera, là aussi on parlera d'une affaire adultère sans pour autant rentrer dans une intimité trop vulgaire, et ça vraiment on le remarquera, même du coup dans Les Amazing, dont on parlera dans quelques secondes. Mais voilà, 500 jours ensemble, c'est un film pudique, vintage, très vintage aussi. On ressent un petit peu l'ancienneté des décors, comme tu le disais, voilà, avec ce New York un petit peu classieux, vintage, du coup, du fait du métier de Tom qui est architecte, un métier un peu, comment dire, pas dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est pour ça ce qui fait de Tom un héros ordinaire, un héros lambda, justement parce qu'il est architecte, il écrit des poèmes. D'ailleurs, ça me fait penser au héros du film Heure de Spike Jonze où Joaquin Phoenix joue un idéaliste romantique qui travaille dans une entreprise de poèmes, voilà, juste ce petit rapprochement. Mais voilà, entre parenthèses, l'alchimie, tout fonctionne très bien. C'est un film qui a les pieds sur terre, qui impose Mark Webb comme un réalisateur important, je dirais, voilà, c'est qu'il impose comme un réalisateur important dès le premier film, avec une histoire sincère, avec deux personnages qui jouent très bien, c'est très bien écrit, ça déconstruit les comédies romantiques habituelles tout en dégageant de bonnes vibrations. Donc voilà, pour moi, 500 jours ensemble, je dirais pas que c'est un de mes films préférés, mais en tout cas, c'est un film qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de sens. Et voilà, bah, écoute, je pense qu'on peut passer au suivant. Ouais, tout à fait. Allez, impeccable. Alors, nous sommes en 2012 et la saga, la franchise de l'homme araignée, donc connaît un rebootage avec Andrew Garfield, donc qui reprend le rôle de Tobey Maguire, donc Peter Parker, Spider-Man, avec The Amazing Spider-Man 1. Donc nouvelle tête pour Peter Parker, nouveau casting. Donc ça fait 10 ans à peu près que 5-7 ans à peu près que la saga, enfin la trilogie de Maguire s'est achevé au cinéma, donc avec Spider-Man 3.
Et donc, alors moi, comme tu le sais, je suis extrêmement attaché à la première trilogie de Raimi. Hein. Ça, je pense que sur ma chaîne, tout le monde commence un peu à le comprendre. Mais je n'en reste pas moins indifférent à ce The Amazing. Voilà, donc je l'ai revu pas plus tard que ce matin. Et c'est vrai que bah, c'est là où je vois que, en plus de très bien raconter une histoire romantique, Mark Webb peut s'avérer être un excellent metteur en scène parce que ce The Amazing Spider-Man donc continue, comme je le disais, donc à explorer donc la thématique donc de la relation amoureuse, donc ici avec Peter Parker et Gwen Stacy, donc qui va se développer donc tout au long du film. Au départ, ils ne sont que camarades de classe et au fur et à mesure que le scénario et que l'intrigue va avancer, ils vont devenir beaucoup plus proches, beaucoup plus intimes, tout en conservant cette pudeur. En même temps, on est dans Spider-Man, donc on va pas voir des scènes de sexe dans la franchise de Spider-Man, logique. Mais voilà, donc The Amazing, c'est vrai que ce n'est pas le film qu'on retient le plus dans la franchise de Spider-Man, mais c'est pas non plus un film qu'on va totalement oublier parce qu'il y a vraiment des plans, il y a vraiment des scènes, et même Andrew Garfield, on ne va pas l'oublier. Mais je vais te laisser en parler parce que je sais que tu adores les The Amazing, donc vas-y. Dis-nous, réhabilite un petit peu ce film. Ben, je pense que je suis un des mieux à même pour réhabiliter parce que j'ai détesté le fait qu'il reboot après Tobey Maguire. Et donc, j'avais décidé de bouder le film, de pas aller le voir au cinéma. Et grand mal m'a pris, donc je n'ai pas vu The Amazing Spider-Man 1 au cinéma parce que j'étais tellement énervé de ce reboot que je le trouvais inutile. Et je pense, comme beaucoup, quand ils sont énervés, ils sont attachés à un personnage, à une version, ils se disent quel est l'intérêt d'un reboot. J'ai dit, je vais pas aller voir ce film au cinéma. Et un jour, je suis dans un resto, et un resto où ils diffusaient des films, justement. Et ils diffusent The Amazing Spider-Man. Donc, je suis pas con non plus. Je me suis dit, allez, je vais pas partir du resto juste pour dire, ouais, je veux pas voir le film. Donc, je mange, et je continue à manger, je regarde, et petit à petit, je me dis, mais il est bien ce film. Et et je regarde et je reste quasiment tout le film. Et mais je me dis, mais quel idiot j'ai été de bouder ce film juste en me disant, c'est un reboot, ça va pas être bon. Parce que non seulement le film est encore plus fidèle aux comics que ceux de Sam Raimi, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave le fait que ce soit parce que ceux de Sam Raimi sont quand même assez fidèles aux comics. Mais je trouve que Andrew Garfield et l'histoire d'amour entre Andrew Garfield et Emma Stone, et maintenant, je comprends mieux parce qu'il y a beaucoup de points communs avec 500 jours ensemble. C'est abordé de manière très pudique. Il y a beaucoup de romantisme entre les deux et c'est une relation qui est vraiment fraîche entre les deux. Tu sens que la joie de deux adolescents qui sont amoureux et qui pensent pas à tout ce qui pourrait leur arriver de catastrophique dans la vie. Tu sens que cet amour qui est entre les deux, ça lui donne des ailes à Andrew Garfield, à Spider-Man. Ça, c'est vraiment, ça lui donne des ailes, ça lui donne l'envie de se dépasser. Au-delà de ça, c'est un film qui est quand même très propre au niveau action. Il a fait un boulot remarquable. Il y a des réalisateurs, et je parle, voilà, je ne mettrai pas l'accent sur, mais tu vois de qui je veux parler. Il y a des réalisateurs qui n'arrivent pas à être inspirés sur la réalisation, comme ça peut être le cas sur The Amazing Spider-Man. C'est maîtrisé de bout en bout. Et quand on voit 500 jours ensemble, son film précédent, qui avait des idées de mise en scène, vraiment, il y avait des idées originales, bah, tu te dis qu'en fait, oui, Mark Webb, c'est un excellent faiseur, doublé d'un auteur, mais pas forcément dans l'écriture, parce qu'il n'a pas écrit les synopsis, mais il y a quand même des thématiques qui lui sont chères, qui remet dans ses films, y compris dans les Amazing Spider-Man. Et je pense que pour traiter une histoire d'amour entre deux adolescents, deux jeunes gens, en l'occurrence, si c'est une histoire d'amour qui est très importante dans les comics entre Peter Parker et Gwen Stacy, je pense que Mark Webb, c'était un des réalisateurs, on va dire, idéal pour le film, en fait. Et vraiment, c'est de très, très grande qualité. The Amazing Spider-Man 1 en 2012 n'a vraiment pas à rougir face à ceux de Sam Raimi, même si je sais que toi, tu préfères ceux de Sam Raimi, mais je ne comprends pas à l'époque pourquoi le film n'a pas eu plus d'éloges que ça, mais plus encore, parce qu'il me semble qu'il avait quand même eu des bonnes critiques, plus que ça. Je ne comprendrai jamais pourquoi la suite The Amazing Spider-Man 2 s'est fait autant descendre. Je ne le comprendrai jamais, parce que, on y viendra dans quelques secondes,
Pour moi, The Amazing Spider-Man 2, c'est un film qui est tellement bouleversant. On a rarement eu ça en matière d'émotion euh, dans un film de super-héros entre deux personnages. Que voilà, vraiment, Mark Webb, pour moi, il a fait quelque chose incroyable en matière de qualité que encore aujourd'hui j'ai du mal à retrouver et pas forcément dans l'univers Spider-Man mais dans d'autres films de super-héros aussi. En tout cas, voilà. Sur le premier en 2012, je trouve que c'est tellement bien géré en fait. Et c'était mission quasi impossible parce que en 3 films, on avait quasiment tout appris sur Spider-Man et là on apprend d'autres choses et c'est absolument pas un reboot inutile, pas du tout. Bah écoute, pour le moment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors du coup, je vais rebondir sur quelques petites choses. Alors c'est vrai que Mark Webb, du coup, donc avant les Amazing, donc il avait fait juste un seul film. Et c'est vrai que, comme tu le disais, la comparaison avec Sam Raimi est aussi inévitable. Mais en fait, elle a un petit peu... en fait, il arrive à se détacher en fait de ça. Voilà, il y avait cette trilogie juste avant. Et pourtant, Mark Webb, il réussit quand même à faire un film totalement différent tout en respectant, et pour moi le mot respecter dans un cas comme Spider-Man est très important, la mythologie de l'homme araignée. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas reconnaître chez d'autres films de la franchise. Je n'en parlerai pas parce que je préfère pas m'étendre, sinon je vais être trop violent et que ce n'est pas le sujet. Mais pour moi, Mark Webb, il a réussi à faire une nouvelle origin story, à donner un nouvel élan à la saga de l'homme araignée, en n'ayant pas vraiment en n'ayant peut-être pas encore fait totalement ses preuves à Hollywood, voilà, puisqu'on va pas forcément être connu qu'avec un seul film, alors que Sam Raimi, quand il se lance dans sa trilogie, il a déjà quand même un bon nombre de films derrière lui de genre, hein. Il avait fait du western, il avait fait de l'horreur, il avait fait du fantastique, bref, il avait exploré pas mal d'autres genres cinématographiques, donc avant de faire la trilogie Spider-Man, et pourtant, Mark Webb prouve que c'est pas parce que il avait pas fait tant de films que ça, c'est pas parce qu'il n'avait pas tant démontré ses talents de metteur en scène dans son premier film et son précédent qu'il n'était pas capable de réaliser ce The Amazing là. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu en 2012, non, en 2014, The Amazing, et c'est vrai que j'étais pas confiant du tout, non plus comme toi, parce qu'à l'époque j'étais déjà pas mal influencé par ce que j'avais vu. Voilà, pour moi, la trilogie de Maguire et Rémi, il n'y avait plus rien à ajouter après ça. C'était pour moi compliqué. Et Mark Webb m'a prouvé que j'avais tort de penser ainsi parce qu'il y a des plans comme ça. Par exemple, il y a un plan où il est suspendu. Voilà, il teste ses nouvelles capacités. Et il y a un plan sur l'horizon. Il y a des plans larges et je me suis dit, ah bah si, en fait, si, c'est largement possible de faire peut-être pas mieux, parce que le but n'est pas de faire mieux, moins bien ou d'égaler le précédent maître qui s'est attelé à la tâche de réaliser un film Spider-Man, mais c'est de faire sa propre version à lui. Et pour moi, Mark Webb, par exemple, tu sais, il y a un plan où on a Spider-Man qui saute sur la vitre d'un immeuble, et là, il y a son reflet comme ça Ouais. qui apparaît à l'écran. Et là, je me suis dit, ah bah si, en fait, il a de très bonnes idées. Il est vraiment capable de faire un film propre. Tu l'as dit, le mot est parfaitement approprié. C'est un film propre, c'est un film qui possède une esthétique, tout en se basant sur une relation amoureuse qui est importante dans les comics. Donc là, en plus de retrouver une thématique qui lui correspond, qui lui est chère et sur laquelle il veut travailler, il arrive à faire un film qui respecte la mythologie du personnage qu'il est en train de traiter. Et ça, c'est très important. En plus, on continue d'en apprendre encore plus sur le personnage, à savoir les parents de Peter Parker, une chose qu'on n'avait absolument pas abordée dans la trilogie première de Raimi, mais c'est vrai qu'en plus là, le long métrage démarre sur quoi? Peter, enfant, avec ses parents qui l'emmènent chez l'oncle et l'attendent. Donc là, on a une étape, on a un petit bonus, d'autant plus que le père, donc Richard Parker, sera est important dans l'intrigue, puisque lié en plus à l'antagoniste, et c'est là où, et c'est pour moi un énorme point positif dans ce premier volet The Amazing, c'est que tout est lié. En fait, tous les personnages ont un lien, que ce soit la petite amie ou le capitaine Stacy ou même l'antagoniste, le père. Enfin, tout est un peu lié. Voilà, Mark Webb, il a vraiment réussi à faire une ficelle entre tous ces personnages. Voilà, par exemple, le fait que Gwen Stacy travaille chez Oscorp et que du coup, chez Oscorp, il y a aussi du coup le capitaine Kurt Connors qui était lié du coup au père de Peter. Voilà, il a réussi à faire une ficelle, un lien entre tous les personnages. Donc, on n'est pas obligé forcément de travailler. Enfin, il travaille ces rapports entre ces personnages-là, bien sûr, notamment la relation entre le professeur Connors et Peter Parker, que moi je trouve très réussi. Voilà, Ray Fiennes, Ouais, je trouve que c'est tout un à très fait. bon acteur. Voilà, et je trouve que
être l'antagoniste d'un film Spider-Man, bah, c'est une tâche aisée, bien entendu, voilà, parce que c'est le premier antagoniste, donc à succéder à tout ce qu'on avait déjà eu dans les 3 films avant, et Dieu sait qu'on en a eu des bons méchants, voilà, Spider-Man, que ce soit Willem Dafoe, Alfred Molina, Thomas Edenshaw, voilà, on avait déjà eu ces méchants, et bah pourtant, Heavy Fans, c'est comme s'il ne prenait pas en compte ce qu'il y avait eu derrière, et qu'il arrive à donner au Laser, que moi je trouve être un excellent antagoniste, bah, Tout à il a fait. réussi vraiment à lui donner une apparence bah, d'antagoniste. Voilà, il a vraiment réussi à porter ses scènes haut la main et Mark Webb s'en est très bien sorti parce que c'est la première fois qu'il était confronté à ça. Voilà, comme deuxième long métrage, s'atteler à Spider-Man, c'est pas simple, c'est pas dans tout le monde. Et bah Mark Webb, et bah, il va prouver que bah, il est capable largement de donner vie à cet univers, de s'atteler à des thématiques qui lui sont chères, de transporter à l'écran toute cette mythologie, toute cette histoire de Peter Parker, voilà, que ce soit avec la tante May que moi j'adore, voilà, Mary Reilly, ça vaut pas Rosemary Harris, mais encore une fois, pourquoi comparer? Parce qu'encore une fois, il a réussi à donner de nouvelles lettres de noblesse à des personnages qu'on connaît déjà. Voilà, Mary Reilly, c'est pas Rosemary Harris. Andrew Garfield, c'est pas Tobey Maguire. Emma Stone, c'est pas Kirsten Dunst. Voilà, il a réussi vraiment à donner un nouveau visage à des personnages qu'on connaissait déjà, que ce soit dans les comics ou dans les films. Et ça, c'est vraiment quelque chose à noter. Et puis, il y a la révélation, et moi, je ne l'avais jamais vu avant, Andrew Garfield. Andrew Garfield, je l'ai découvert avec The Amazing Spider-Man. Et ça a été une révélation. Cet acteur est génial. Cet acteur dégage quelque chose de feel good dans les dialogues, dans sa manière de jouer. Donc moi, je remercie Mark Webb de nous avoir révélé Andrew Garfield. Ensuite, on a vu tout le talent de Andrew Garfield chez Mel Gibson ou chez Scorsese. Mais voilà, c'est un vrai grand acteur. Donc, c'est, tu sens que tout le monde dans ce film, tout le monde est content de faire, de jouer, de faire un Spider-Man, de jouer Spider-Man, de jouer Gwen Stacy. Il y avait l'histoire personnelle de Andrew Garfield et Emma Stone qui étaient en couple à la Ah, ville. oui. Et donc, forcément, ça jouait beaucoup dans la relation sur grand écran. Mais tu sens que tout le monde sont contents de faire un film. C'est un film qui a de la générosité. C'est la même chose dans 500 jours ensemble. C'est un film qui est généreux. Et encore une fois, et voilà, il y a des bons sentiments. Euh, c'est un film qui est dénué de cynisme, totalement. Dénué de cynisme. Et tu sens que Mark Webb, vraiment, hein, tu sens que Mark Webb, il n'a pas eu comme souci principal en tête de dire je fais un film pour le pognon, pour qu'il cartonne au box-office, qu'il soit calibré pour être un gros succès. Non, tu sens que, bien évidemment qu'il y avait ça, parce que Sony, c'est une grosse machine et c'est un gros blockbuster. Mais c'est pas, tu sens que c'est pas son souci principal quand il réalise le film, c'est de faire une histoire qui lui plaît et une histoire où il se sent bien, où il peut mettre les thématiques qu'il aime, les relations entre les personnages, les relations amoureuses. C'est ouais, c'est un blockbuster atypique dans le monde des super-héros et surtout bon voilà, Spider-Man, c'est un des super-héros préférés de tous les temps de tous les gens. Comme tu disais, il arrive à t'apporter des choses inédites, il arrive à t'apporter une fraîcheur, une candeur chez les personnages et du coup, forcément, le film suivant, quand on voit comment il se termine, le film suivant, ça fait très très mal. Ça fait très mal. Et encore une fois, c'est pour moi, on va en parler. Mais la suite est une masterclass encore supérieure. Et bon, je te laisse embrayer ou continuer sur le sujet. Alors, du coup, j'ai un tout petit peu conduit parce que tu disais donc c'est un film extrêmement généreux où on va beaucoup rigoler. Par exemple, il y a une scène que j'ai notée dans mon petit calepin où tu as Spider-Man, voilà, il se confronte à un potentiel suspect ou un potentiel agresseur Oui, et comme les ça, il petits va couteaux. l'attacher au mur et il va plaisanter avec lui. Et Ah ouais, moi, et juste après, on retombe dans un registre beaucoup plus sérieux. En plus, la BO est assez notable, hein, voilà, là, on commence même James avec le Horner. générique l'étoile d'araignée, voilà quoi, c'est ça exactement, hein, le compositeur, vous trouvez extrêmement talentueux parce que c'est vrai qu'encore une fois, pas de comparaison avec Daniel Fan qui nous avait composé un thème absolument incroyable, mais même là, le thème, je vais le retenir. Je vais me dire, ah oui, ça c'est le thème d'Andrew Garfield. Et c'est vrai, tu disais, Andrew Garfield est un acteur génialissime. Hein, voilà, que ce soit The Social Network, que tu ne tueras point un film de guerre sensationnel, je veux le répéter, parce que Andrew Garfield, bon, c'est pas comme Tommy Maguire, il a réussi à avoir une carrière, il a réussi à monter en grade à Hollywood. Voilà, The Social Network, tu ne tueras point, Silence, et dernièrement
tic, tic, boom, présent sur Netflix. Voilà, vraiment, Andrew Garfield, c'est un acteur qui a fait ses preuves, qui a été révélé et qui continue de se hisser en haut du voile. Et bah, Andrew Garfield, aujourd'hui, avec la sortie donc, du dernier Spider-Man, il a été remis sur le devant de la scène, mais il était déjà en vedette. Hein, il était déjà en vedette, tout le monde le connaissait. Voilà, on ne le retient pas que pour Spider-Man, mais malgré tout, on va le retenir dans ce rôle-là, parce que voilà, avec ses lunettes, sa coupe un peu de cet adolescent de tous les jours, c'est vrai qu'il fait un peu geek. Il fait le geek un peu donc des années 2010. Mais on s'identifie quand même Andrew Garfield. Et c'est vrai que tu m'aurais dit il y a 10 ans que j'allais aimer The Amazing, je t'aurais dit non. Et bien là maintenant, je peux te dire oui, j'aime Andrew Garfield, oui, j'aime les The Amazing, mais c'est différent de ce qu'on a déjà vu avant parce que Mark Webb, il a réussi à s'affranchir de ce qu'on avait déjà vu. Et c'est vrai que, tu l'as dit, c'est un film et The Amazing 2 aussi, ce sont des films qui font mal, qui font très mal. La preuve, puisque le climax de The Amazing 2, et on y reviendra dans quelques instants, est l'un des climax qui est le plus marquant de l'histoire des films de super-héros. Tout, quand on pense à The Amazing 2, boum, il y a cette scène-là dont on parlera, qui nous brise toujours le cœur. Et ça, les gens ont retenu cette scène. Et les gens, et la preuve, hein, on en parle encore aujourd'hui. Waouh, la scène avec Gwen, parce que tout le monde a retenu cette scène, parce que Mark Webb, il a réussi à marquer les esprits autant qu'aurait pu le faire un Sam Raimi, même plus qu'un réalisateur. Voilà, on ne dira pas son nom, mais bref, vous m'avez compris. Il a réussi vraiment à donner des moments aussi drôles que dramatiques. Tout comme 500 Days of the Murs, où on pouvait aussi bien pleurer que rire. Voilà, c'est un film qui peut passer de l'humour, parce qu'Andrew Garfield, bah, il joue un Spider-Man, moi que j'appelle tout le temps un Spider Playboy, parce que c'est vrai que bah, c'est un beau gosse, voilà, il est agréable, il a une belle tête, voilà, et puis son alchimie avec Emma Stone, absolument radieuse, tu l'as dit, voilà, tout le monde est ravi de jouer les rôles qui leur sont attribués, mais c'est vrai que cette histoire-là, on y croit, et le fait qu'ils soient sortis ensemble au cours du tournage, on y croit encore plus, mais même sans ça, on y croit quand même, parce que leur histoire, elle paraît vraie. Voilà, il y a notamment ce passage sur le balcon, voilà, donc juste après donc le dîner avec le capitaine Stacy, voilà, où il ne veut pas lui dire, mais juste, voilà, il l'attrape avec une toile comme ça, et là, elle lui dit, oh, mais elle ne lui dit pas les choses, mais ils se comprennent. Il y a ce lien, et c'est un petit passage romantique comme ça. Donc, on retrouve cet aspect romantique, ce côté histoire d'amour, ce côté idyllique qui est entre les deux, qui est très agréable. Parce que juste après, ils sont surpris par la mer, et donc ça fait un tout petit côté drôle. Donc, juste après que Peter ne repasse à l'action. Mais c'est ça qui fonctionne très bien, justement. C'est que bah, ce côté romantique, il fait dans un film où Peter a des responsabilités. D'ailleurs, la phrase est un petit peu détournée. D'ailleurs, la phrase exacte dans ce film, c'est on ne parle pas de choix, on parle de responsabilité. Donc la phrase, il la change un peu. Voilà, Mark Webb, il se permet ici et là donc des petites références à la première trilogie, et il peut parce qu'il arrive à faire de la nouveauté malgré tout. Donc il peut largement. Voilà, il fait des petits clins d'œil, mais ça justement, c'est une marque de respect à Sam Raimi, et c'est ça que je vais énormément apprécier. C'est-à-dire que il a conscience qu'avant lui, il y avait déjà eu quelqu'un d'autre, mais justement, il fait des petits clins d'œil ici et là, il ajoute de la nouveauté, il fait de l'humour, il fait du dramatique, il arrive à recréer le mythe de l'homme araignée en respectant ce qui a déjà été fait avant. Donc moi, Il si n'essaie tu pas veux, de faire oublier le précédent. exactement, et c'est pour ça qu'Andrew Garfield est différent, voilà, parce que c'est vrai qu'il a un physique totalement différent de celui de Tobey Maguire, et c'est pour ça, moi, qu'à chaque fois qu'on compare les trois Spider-Man, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, c'est pour ça qu'en fait, les comparer, c'est assez inutile. Mais c'est pour ça que j'apprécie beaucoup The Amazing, parce que c'est un film qui est différent, mais qui a du respect pour l'histoire qu'il a traitée. Voilà, l'amour de l'oncle Ben, on la retient, c'est une scène poignante, voilà, il a laissé un homme s'échapper, un homme qui avait braqué la petite épicerie du coin juste avant, et il s'en voudra à mort. Et ça, c'est un petit référence à la trilogie qu'on connaît, mais pour autant, la scène, elle est quand même différente, parce qu'on voit, on y croit, quoi. Voilà, Andrew Garfield, sur le corps de l'oncle Ben, on voit qu'il est dévasté par cette mort-là. Et même juste avant, quand il s'était engueulé avec son oncle Ben et sa tante May, parce qu'il avait été distrait, etc. Enfin bref, encore une fois, tout est lié dans le film, et qui claque la porte comme ça, mais on ressent les choses, on ressent le côté dramatique de la scène, et voilà, je pense on a déjà un peu tout dit. Merci à Donald Renew. Merci à Donald Renew. Et oui, oui, bien sûr, les voix s'accordent parfaitement. Voilà, les doubleurs sont incroyables. Et c'est vrai que les deux sont indissociables. Maintenant, Andrew Garfield, il a sa place en tant que Spider-Man. Bon, malheureusement, on en reparlera, mais tout ne s'est pas
très bien terminé à l'époque entre lui et les studios Sony, ce qui fait d'ailleurs que, bon, voilà, on en reparlera encore une fois, mais pour moi, The Amazing Spider-Man 1, il a plus que de la légitimité parce que l'histoire, elle est bien racontée, parce que c'est drôle, voilà, il y a des blagues qu'on reconnaît. Par exemple, Spider-Man, il se trouve sur le toit d'un immeuble, il est en costume de Spider-Man, et là, tu as sa tante mec qui l'appelle pour lui demander d'aller acheter des œufs. C'est anodin comme truc, mais ça fonctionne parce que c'est naturel, parce que c'est totalement inattendu. Et encore une fois, voilà, tout fonctionne bien. Et même au début, par exemple, quand il surprend Flash Thompson, donc on retrouve ce Flash Thompson, voilà, donc cet emmerdeur de première du lycée, et qu'il demande à Peter de le prendre en photo alors qu'il est en train de brutaliser un camarade de classe, et qu'après, tu as Gwen comme ça qui intervient et qui presque humilie, enfin, disons que elle intervient comme ça lors de cette bagarre alors que tout le monde est rassemblé autour d'eux, et elle lui fait des remarques comme ça, elle lui dit j'espère que ton travail sera mieux que la dernière fois. C'est tout bête comme scène, mais ça fonctionne très bien parce que elle débarque comme ça, elle voit que son petit ami, enfin, on peut dire ça, oui, enfin, c'est suggéré qu'ils sortent plus ou moins ensemble dans le film, mais c'est drôle et ça fonctionne très bien. Et il y a plusieurs scènes, même à la fin, à la mort du capitaine Stacy, qui fonctionne très bien, voilà. Il y a tellement de moments comme ça qu'on retient, et justement, Mark Webb, il a réussi à imprimer sa patte dans la franchise Spider-Man, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de lui. Donc, si tu as quelque chose à rajouter sur ce premier film. Non, t'as tout dit. Et bah c'est parfait, donc on va directement du coup passer en 2014, The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, donc qui comme tu le disais à l'instant s'est fait laminer, descendre au niveau des critiques, au niveau du box-office, et pourtant, voilà, donc je vais donner vite fait mes impressions et après du coup je te laisse le réhabiliter parce que Dieu sait que c'est un film qui a besoin d'être réhabilité parce que c'est un film qui a beaucoup de qualité. Il était compliqué du coup, enfin il n'était pas compliqué du coup de passer après ce premier volet qui avait posé de parfaite base pour une trilogie, rappelons-le, voilà, qui avait vraiment mis des petites pistes scénaristiques ici et là, vraiment pour faire comme Sam Raimi, quoi, une trilogie complète avec une histoire, un début, un milieu et une fin. Et pourtant, il y a quelque chose qui a cloché avec ce film, mais moi, je l'adore. Mais je te laisse donner toutes tes impressions sur ce film. Alors, déjà, l'échec au box-office. Ça n'est pas un échec. C'est un semi-échec dans l'esprit de Sony qui ont été beaucoup trop gourmands, mais quand tu regardes le film, il a fait quasiment aux alentours de 700 millions au box-office, ce qui est énorme. Alors après, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu fais pas 1 milliard, ils ont plutôt envie de faire les 1 milliard, d'approcher les 1 milliard. Mais c'est pas pour autant que c'est un énorme succès pour un budget de, on va dire, environ 200 millions, peut-être un peu moins. Bon, ça reste quand même, voilà, 700 millions de dollars minimum de chiffre d'affaires. Je crois que c'est un peu plus, ou en tout cas, c'est aux alentours. Donc, en réalité, sur le papier, ça n'est pas un échec au box-office. Donc, on ne peut pas invoquer cette cause. C'est pour ça que Sony, j'ai jamais compris. On ne peut pas invoquer cette cause pour dire on ne fait pas de suite parce que le film n'a pas marché. Le film, il a marché, il a trouvé son public. Alors oui, à l'époque, des 5 films Spider-Man, c'est peut-être celui qui avait fait le moins de sous. Mais c'est pas très grave non plus. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi ce film se faisait descendre. Et ce que je suis content aujourd'hui, c'est que certains qui ont descendu le film à l'époque, après avoir vu No Way Home, voilà, j'en parlerai pas, mais après avoir vu No Way Home, maintenant les gens se mettent à réhabiliter le film et ils se disent oui, c'est vrai, peut-être on a eu tort de descendre autant le film à l'époque. Parce que ce film, Amazing Spider-Man 2, il t'apporte quelque chose que aucun autre film de super-héros, même Avengers Infinity War, aucun autre film de super-héros ne t'apporte. Il t'apporte de la tragédie avec ce personnage de Gwen Stacy qui meurt dans le film et qui fait pas semblant de mourir. C'est vraiment une mort et ça te brise parce que tu as vu leur relation amoureuse naissante dans le premier film. Tu vois qu'elle s'est confirmée. Tu vois que malgré les souhaits du capitaine Stacy de pas que Spider-Man, que Peter Parker ne sorte pas avec sa fille, et tu vois que leur amour est plus fort, donc ils continuent à sortir ensemble, et qu'ensuite, lui, il est prêt à abandonner New York pour pouvoir la suivre. Vraiment, les deux sont fusionnels. Ils sont fusionnels, en fait. Ils sont totalement sur la même longueur d'onde. Ils s'aiment sans aucun nuage aux alentours, quoi. C'est vraiment une relation de, bon, encore une fois, c'est parce que Andrew Garfield et Emma Stone sortaient à l'époque, enfin, étaient ensemble en couple, donc forcément ça se voyait, mais c'est une relation de total amour. Et les deux sont amoureux, et c'est un film, voilà, où il y a c'est un film très fleur bleue, le 2,
ou comme quand il va la chercher au travail, où il se fait appeler Peter Princeton, je crois. Et il y a d'autres petits clins d'œil comme ça. Mais tu sens que les deux, ils sont sur un nuage. Et là, d'un coup, tu as le personnage de Gwen Stacy qui meurt, où tu entends sa colonne vertébrale se briser, sa nuque et tout. Et tu ressens le désespoir de Peter Parker, et Andrew Garfield le joue mais tellement, tellement brillamment. Tu as l'impression que c'est Andrew Garfield qui est dévasté. Et je ne comprends pas que ce film se soit fait démonter. Pourquoi ce film se fait démonter alors qu'il t'apporte quelque chose qui, moi, encore aujourd'hui, quand je regarde The Amazing Spider-Man 2, cette scène, je ne peux pas m'empêcher de verser des larmes. C'est impossible. Ça vient naturellement. C'est un film qui est tellement sincère, tellement authentique dans sa manière de traiter les personnages que franchement, les petits à côté comme des effets spéciaux éventuellement sur Electro, où on peut dire oui, ça aurait pu être mieux fait sur certaines choses, mais franchement, c'est des détails. Le cœur émotionnel du film, il emporte tout. Et encore une fois, c'est cette scène à la fin avec le petit garçon qui est seul face à Rhino et que lui, il vient et tu as tous les habitants de New York qui sont contents de retrouver leur Spider-Man. Où, tu sens que Spider-Man, c'est une inspiration même pour les enfants. En plus, avec la musique de Hans Zimmer derrière qui envoie du tellement lourd. Euh, Franchement, ce film, je l'adore. C'est mon Spider-Man préféré. C'est probablement un de mes films, voire peut-être mon film de super-héros préféré dans ce qui est Marvel, attention. Mais j'ai vraiment, c'est un film que je ne me lasse pas de voir, comme La La Land, pour le duo ici Andrew Garfield et Emma Stone. Pour La La Land, c'est Emma Stone, Ryan Gosling. C'est un film que je ne me lasse pas de voir parce que je suis content que les personnages s'aiment et ils s'aiment sincèrement. Pas de cynisme, pas de vulgarité, de la pudeur. Et en même temps, tu sens qu'ils sont sur un nuage de bonheur. Ça fait plaisir pour eux. Et c'est pour ça que c'est encore plus bouleversant quand il y en a un des deux qui meurt, quoi, et de manière tellement tragique. Et à ce moment-là, t'as pas envie de, t'as pas de haine à la rigueur pour le bouffon vert, parce que c'est à cause de lui que meurt Gwen Stacy. T'as pas de haine, c'est pas ça qui prend le dessus. T'es juste triste parce que t'es là, t'es en train de te dire tout ce que j'ai vu en deux films, la relation qu'ils ont construit, t'es impliqué. Ça a beau être un film, c'est palpable. Tu sens le désespoir des personnages, la tristesse, elle est palpable. Et t'es pas là en train de te dire pourvu qu'ils lui mettent une tannée au bouffon vert. Non, t'as juste envie que le personnage, tu fais son deuil avec lui. Et puis t'as ce discours de Gwen Stacy, son discours de promo qui est tellement inspirant, moi qui me met, j'ai la chair de poule à chaque fois. Je trouve ce film est tellement sous-coté que je suis content aujourd'hui qu'il y ait eu No Way Home, ne serait-ce que pour réhabiliter Andrew Garfield dans le cœur des fans. Si No Way Home a pu servir à une chose, c'est bien à réhabiliter Andrew Garfield. Et donc on y viendra, mais je vais te laisser en parler. Mais je suis absolument pour un The Amazing Spider-Man 3, bien évidemment. Alors, bah écoute, oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un film qui est très sous-coté, voilà, qui a tellement d'atouts pour lui. Et Mark Webb, encore une fois, bah, il a su poursuivre l'histoire qu'il avait entamée, notamment cette relation qui peut sembler compliquée, voilà, puisque Peter a reçu des instructions et que l'ombre du capitaine Stacy plane sur leur relation. Voilà, il est en train d'embrasser Gwen et au fond, en arrière-plan, il se sent observé, il se sent encore frustré. Voilà, il y a cette scène où du coup, il a été invité à dîner par la famille de Gwen et lui dit oui mais j'ai fait une promesse à ton père et là j'ai mangé avec ta famille, non c'est pas sérieux, il préfère éviter Gwen parce que s'il la perdait pour lui ce serait insupportable et c'est pour ça en fait parce que justement il y a une cohérence, leur relation elle s'est construite, il y a eu ils y sont allés doucement dans The Amazing et là ils poursuivent leur relation, voilà ils s'embrassent mais Peter il doit faire un choix. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu as une phrase qui prend tout son sens ici. Et à la fin, c'est vrai que quand il choisit de retrouver Gwen et que voilà, il lui a écrit une magnifique déclaration d'amour sur le pont de New York, mais c'est magnifique parce que bon, c'est vrai que c'est un couple auquel on s'attache énormément parce qu'ensemble ils sont beaux, ils sont bien, on voit qu'ils sont heureux, comme tu le disais, c'est un couple, on est content de les voir à l'écran.
Emma Stone, elle est tellement rayonnante dans ce film-là. Voilà, au début, le film commence. Voilà, lui, il est en train de voltiger dans New York, en train de vaguer à ses devoirs de super-héros. Et il a accroché une voiture. Et là, t'as Gwen qui l'appelle, et alors qu'elle l'attend pour leur remettre le diplôme. C'est le genre de début anodin, mais qui fonctionne si bien et qui prouve l'authenticité de leur relation. Voilà, ça se voit et ça se ressent. Et Mark Webb, on voit définitivement qu'en quelques secondes, en réexposant, en remettant le contexte, qu'il est capable parfaitement, d'autant plus que les deux héros, encore une fois, étaient ensemble. Et il se sert justement de ça, Mark Webb, pour saisir la vraie sincérité, la nature de cette relation, le fruit de leurs sentiments respectifs, pour créer quelque chose de très beau. Et c'est vrai que la relation Peter Cohen, c'est l'une des plus belles relations dans l'histoire super-héroïque. Parce que c'est vrai que, bah voilà, quoi, la scène se ralentit, où on comprend que Gwen va y passer, mais se ralentit. Mais que prouver de plus? Voilà, Mark Webb, Ouais, en ces quelques secondes, voilà, quand Gwen elle meurt, sa scène, il prend vraiment le temps en plus de nous montrer que on n'y croit pas, on n'y croit pas. Voilà, on voit le reflet dans l'œil de Peter, mais tout est construit dans cette scène. Le temps s'arrête et on voit la corde qui se fissure, elle qui s'apprête à tomber dans le vide, et Peter comme ça qui hisse sa toile et cette toile qui se transforme en main. avec la Mais main. à ce moment-là, Mark Webb, il prouve que ça peut s'avérer un metteur en scène de très très grand talent. Et c'est important. Et moi, c'est vrai que quand, en décembre dernier, j'ai vu les gens applaudir de bonheur en revoyant Andrew Garfield apparaître dans nos royaumes, encore une fois, on n'en parlera pas, mais je me suis dit, ah bah voilà, Andrew Garfield, il a été réhabilité. C'est vrai que quand il enlève son masque et quand il dit, OK, je suis Spider-Man, les gens étaient en ébullition. Et aujourd'hui, quand on voit les yeux magiques, je comprends pourquoi. Parce que c'est un Spider-Man qui mérite d'être acclamé. C'est vrai que bah, son histoire, elle est tragique. Son histoire, elle est belle. Parce que c'est le seul super-héros, enfin, c'est le seul Spider-Man qui a perdu l'amour de sa vie. La preuve, puisqu'après, du coup, les événements de Amazing Spider-Man 2, il n'a retrouvé personne. Ce qui nous prouve que Gwen était l'amour de sa vie. Il ne s'en est jamais remis, même si malgré tout, comme on l'apprendra, il a continué, il a tenté de relever la tête, et même si, comme il explique lui-même, il n'a pas retenu ses coups parce qu'il était en colère, etc., etc. Mais même si ça, on aurait pu le voir dans The Amazing 3, on en parlera dans quelques instants. Mais oui, The Amazing 2, c'est un film important qui possède 3-4 méchants, donc on a un excellent Electro. Bon, encore une fois, les gens diront oui, mais les effets spéciaux sont indésirables. Moi, je ne regarde pas que ça. Voilà, moi, je vais surtout retenir la séquence à Times Square, voilà, où Peter, enfin Spider-Man, fait face à un électro, donc Max Dion, donc qui est aussi un fanatique donc de Spider-Man, parce que Spider-Man lui avait fait comprendre une scène plus tôt que bah, il le trouve important. Voilà, son rôle en dehors donc d'arrêter les malfrats donc qui commettent des crimes ici et là dans New York, c'est aussi donc de donner de l'importance aux gens. Et cette scène à Times Square, moi, c'est ma scène préférée du film avec la mort de Gwen parce que je la trouve très bien filmée. Je trouve qu'elle a du sens. Voilà, cette relation entre Max Dillon, donc qui est est un technicien donc travaillant chez Oscorp, et ben je la trouve très efficace parce que voilà, Electro, quand il apparaît, on voit qu'il est complètement égaré, qu'il est complètement perdu. Voilà, il est sur Times Square, il constate ses pouvoirs et il y a tout ça qui l'entoure. Voilà, il voit sa tête sur les écrans. Il sait, Times Square en plus, c'est le quartier le plus populaire de New York, donc forcément, il y a tout le monde qui le regarde. Il se sent complètement oppressé, il se sent perdu. Et là, tu as Spider-Man qui débarque et qui dit oui, oui, je le connais, c'est mon ami, c'est Max. Tu te souviens de mon nom, évidemment. Et la scène, elle est touchante parce que ici, Mark Webb, il arrive à tisser, sans faire de mauvais jeu de mots, un lien entre un antagoniste et qui a un look très lambda, je veux dire, Jamie Foxx, ouais, non, si, mais il a un espace entre les dents, il a un look parfaitement un look, comment dire, un look totalement atypique, voilà, celui d'un technicien de l'entreprise Oscorp, mais pourtant il arrive à faire de ce personnage-là un méchant. Il a réussi à le transformer en un méchant Spider-Man. Et un méchant de Spider-Man, bah, ça doit assurer. Et Jamie Foxx arrive, malgré son costume discutable, ça, voilà, c'est les avis, ça, les goûts et les couleurs, ça se discute. Mais moi, je trouve qu'Electro, c'est un très bon méchant. J'aurais peut-être plus de réserve sur le bouffon vert de Dan Aden parce que bon, ça je trouve par contre que là ça va pas du tout, son look, etc. Mais ici c'est plus sur le schéma de Mark Webb et sur son et ce qu'il a fait avec le scénario qu'on lui avait donné. Il s'est concentré sur le plus important. Voilà, il a réussi à alterner entre bah,
les responsabilités de Peter et son histoire d'amour avec Gwen, voilà, il a réussi à travailler sur tout ça. Et c'est une histoire dévastatrice. Voilà, c'est une histoire où Peter, voilà, où Peter a des choix à faire. Voilà, il se sépare avec Gwen, mais malgré tout, voilà, Gwen va être acceptée à l'université. Et à la fin, bah, Peter va décider de la rejoindre. Voilà, il a décidé de faire un choix parce que l'amour, c'est plus fort que tout. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut s'identifier parce que bah, dans la vraie vie, ça peut arriver, voilà, un couple prend des chemins différents, qu'une fille, par exemple, peut, ou même le garçon peut être promu à l'autre bout de la terre et donc doivent déménager. Et à ce moment-là, bah, il y a un choix dans le couple et ce choix-là, Mark Webb travaille dessus. Donc, c'est vrai que par rapport à 500 Days of Summers, eh ben, il continue en fait de travailler ce couple et cette faille de travail, donc c'est problématique conjugale. Voilà, donc cette relation amoureuse qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais il décide de la stopper et c'est dévastateur. Ah ouais, moi je m'en suis jamais remis. Hein. Même encore une fois, quand je regarde le film, ça me fait toujours aussi mal pour le perso. De toute façon, c'est le seul film de super-héros chez Marvel qui me fait autant pleurer à chaque fois à cette scène-là, avec les Gardiens de la Galaxie 2, mais pour une autre, voilà, c'est beaucoup moins quand même, mais c'est le MCU, donc c'est différent. Mais ouais, cette scène-là, je pense que je pense que ça doit bouleverser à peu près tout le monde. C'est-à-dire quand tu as un minimum, quand tu n'as pas d'a priori ou que tu n'es pas de mauvaise foi, je pense que franchement, je vois pas comment on peut pas ne pas être touché par cette scène-là. S'il y a bien, voilà, on peut reprocher des choses au film éventuellement pour ceux qui veulent reprocher, mais cette scène-là, on peut pas la reprocher au film. Et cette scène-là, personne n'a jamais fait quelque chose comme ça dans un film de super-héros, ni avant, ni depuis. Et là, un personnage meurt vraiment. Un personnage n'est pas ramené avec un snap de Thanos ou un voyage dans le temps, non. Le personnage meurt. Et c'est réaliste en fait. Parce que tu es dans un film de super-héros, tu te dis, bon, c'est bon, le personnage, il va s'en sortir et tout. En fait, il te rappelle à la réalité. Il te dit que non, ce sont des adolescents, ça peut être toi, ça peut être ta copine, ça peut être ta femme. Elle meurt vraiment, voilà. Et après, le deuil, ça va être dur. Et c'est ce qu'on aurait dû avoir avec The Amazing Spider-Man 3, ce deuil. Et je suis sûr que Mark Webb l'aurait traité d'une manière brillante. Oui, absolument. Non, mais c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, cette scène, elle a retenu elle retient encore tous les esprits. Et c'est vrai que je suis très content d'en parler aujourd'hui parce que Spider-Man, ces derniers mois, c'était très à l'actualité. Et quelle scène revenait le plus sur les réseaux sociaux? Quelles théories ont été fondées sur cette scène? C'est cette scène de la mort parce que Mark Webb, eh ben, il a su saisir toute la profondeur de cette scène, ce qu'elle impliquait pour le personnage de Andrew Garfield. Parce que et voilà, il y a ce combat avec le bouffon vert, le contexte, tout est préparé. Et puis là, la musique s'arrête, l'horloge s'arrête, et là, tu la vois comme ça en train de chuter. Tu as les débris derrière elle. C'est absolument magnifique. Et le pari, d'autant plus que bah, sur les deux films, sur les deux fins de film As Amazing, il y a quelqu'un qui meurt. Tantôt le père, tantôt la fille. Voilà, il fait mourir deux personnages dans chacun de ces films-là. Il traite du deuil, il traite de la mort. Et ça, c'est une thématique très importante dans l'univers de Spider-Man, la mort, le deuil, que ce soit avec l'oncle Ben pour Spider-Man, parce que Spider-Man, il continue, parce qu'il est Spider-Man, parce qu'il a choisi cette responsabilité, il continue de perdre des proches. Il a perdu son oncle, il a perdu l'amour de sa vie, et à cause de lui, il y a le père de sa petite amie qui est morte. Il a trois importants décès à gérer en l'espace de deux films. Il y a une charge émotionnelle que Mark Webb a parfaitement traité dans son film là, en plus du coup de respecter la mythologie, parce que évidemment, comment commence le film? Encore une fois par un flashback avec les parents de Peter Parker qui sont dans cet avion. La séquence est très efficace, tout de suite on est remis dans le bain, donc on passe encore une fois donc d'une scène d'introduction dramatique au devoir de Spider-Man, voilà, donc qui, en dehors donc de sa vie donc de Peter Parker, continue de vaguer à ses responsabilités. Voilà, après il redébarque à sa récompense de promo. Voilà, il y a Gwen qui est en train de faire un discours magnifique, qui est une très belle morale, je trouve. Et Mark Webb, il a tellement su saisir donc tout l'importance de cette relation. Voilà, il a su alterner en fait entre les deux à chaque fois. Bon, après, il y a des choses un peu plus discutables. Dans le film, à la rigueur, elles sont balayées parce qu'il y a tellement plus de qualité. Par exemple, l'amitié entre Harry et Peter,
c'est vrai qu'on y croit. Moi, j'ai un peu de mal à croire à cette écriture parce que pour moi, l'acteur d'Anaden, j'ai un peu de mal avec comment son look, comment il joue, la relation. Voilà, on veut nous faire croire que ils sont amis depuis 10 ans, alors que dans le film d'avant, on nous en a quasiment pas parlé. Pareil, le teasing avec les Amazing à la fin, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment énorme, et je vais te questionner là-dessus dans un instant. Mais voilà, pour moi, The Amazing 2, c'est un film qui est bouleversant, qui est beau à voir. C'est bon, par moment, il y a du feel good, voilà, quand on les voit en tant que couple, Peter et Grain, ça fait couple new-yorkais dans la vie de tous les jours, voilà. Mais Mark Webb nous rappelle qu'il est dans l'univers de l'homme araignée, et encore une fois, il respecte cette mythologie-là en intégrant Harry Osborn, Norman Osborn, Gwen Stacy, Electro, y a qui d'autre encore? Il y a Black Cat aussi qui est utilisé parce que Zoé Deschanel, on en Oui. parlait, on la voit à la fin. Il y a une réunion chez Oscorp à un moment donné et elle apparaît, elle a 2 lignes de dialogue, elle a même pas une minute d'apparition. C'est pas Felicity Jones? Oui, pardon, oui, j'ai confondu parce que les deux actrices ont une forte ressemblance physique, mais il y avait ce personnage en tout cas qui était teasé à la fin, voilà, la Mark Webb, au fur et à mesure, au détour de certaines scènes, voilà, il mettait une piste ou deux pour la suite de l'histoire, mais ça n'a pas marché. Et The Amazing 3 a été annulé alors qu'il se passait des choses importantes dans la scène post-générique, les signes sortis s'étaient teasés, voilà, avec le docteur Octopus, voilà, il y avait quelque chose qui allait se profiler à l'horizon. Et voilà, pour moi, The Amazing 2, bah, il est à réhabiliter parce que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas mon Spider-Man préféré, loin de là, mais en tout cas, il est très loin de me laisser indifférent. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de scènes. Voilà, il serait compliqué de toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup et justement, tant mieux parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, Mark Webb fait encore une fois ses preuves en tant que scénariste, enfin, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène et pour mettre en scène une histoire d'amour. Il prouve encore ici qu'il est capable de s'intéresser à ce qu'il veut mettre en scène tout en continuant d'apporter sa pierre à l'édifice, à la mythologie, à la saga de l'homme araignée. Et avant du coup de passer au reste de sa filmographie, du coup, je voulais te questionner, voilà, puisque du coup, on a bien réhabilité ces 2 films maintenant. Donc, comme tu le sais, voilà, depuis quelques mois, avec tout ce qui s'est passé donc dans l'univers Spider-Man, le mouvement The Amazing Spider-Man 3 a été remis sur un piédestal. Voilà, donc beaucoup on souhaite voir ce film à l'écran. Voilà, tout le monde a engrangé ce mouvement un peu comme la Snyderverse à l'époque de la Justice League Snyder Cut. Et donc moi, je voulais te questionner un peu. Donc je suppose que tu soutiens le mouvement, mais je voulais t'expliquer, par exemple, ce que toi tu souhaiterais voir maintenant qu'on a revu un peu le personnage d'Andrew Garfield. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir maintenant? Quelles seraient on va dire, tes idées, ce que tu auras envie de voir. Qu'est-ce que tu attendrais de ce potentiel film-là? Alors, mais bien évidemment que moi je soutiens ce retour de The Amazing Spider-Man avec un troisième film. Alors déjà, la première chose, j'aimerais que ce soit Mark Webb qui le réalise et pas John Watts. Et je ne m'étendrai pas sur John Watts, mais je veux que ce soit Mark Webb. Et si Mark Webb a été, parce qu'il a été quand même très échaudé de son expérience sur le 2, où il s'est quand même fait bien descendre par Sony, s'il n'est pas chaud de revenir, qu'on mette un réalisateur voilà, qui soit capable, qui soit virtuose et qui s'entende bien avec les acteurs comme Andrew Garfield, qui soit capable de se mettre au service du film. Donc moi, voilà, je suis pour Mark Webb qui revienne. Ça, il me semble que c'est la base. Au niveau du scénar, à l'époque, il y a une scène qui a été coupée du 2 où on avait Shailene Woodley de la saga Divergente qui jouait Mary Jane Watson, mais elle a été coupée, la scène n'a jamais été gardée. Est-ce qu'il faudrait faire revenir Shailene Woodley pour faire une Mary Jane Watson ou au contraire, est-ce que, et ça c'est plutôt moi ce que je voudrais, même si j'aime beaucoup Shailene Woodley, je pense qu'il ne faut pas faire une Mary Jane Watson, est-ce que il ne faudrait pas faire une Spider-Gwen avec Emma Stone qui revient, une Spider-Gwen d'un univers parallèle, du multivers, puisque maintenant le multivers a été ouvert, tout est possible, ben, une Gwen Stacy qui a des pouvoirs de Spider-Man, donc Spider-Gwen, qui viendrait d'un univers alternatif. Dans cet univers-là, on aurait la thématique qu'on a chez Mark Webb du destin dans l'amour. Est-ce qu'on est prédestiné à aimer quelqu'un? Il retrouverait la Gwen Stacy, alors ce serait pas celle qui est morte dans le 2, mais ce serait une Gwen Stacy. Donc quelque part, est-ce qu'il ne serait pas prédestiné à aimer toujours dans tous les univers alternatifs Gwen Stacy? Donc j'aimerais beaucoup voir ça.
ça permettrait au personnage de faire son deuil et en même temps d'avoir, voilà, de rencontrer de nouveau Emma Stone, quoi, parce qu'ils s'entendent tellement bien les deux à l'écran, même s'ils sont plus dans la vraie vie ensemble. Je suis sûr que l'alchimie se ferait parfaitement. De ce que j'ai pu lire au niveau des rumeurs, apparemment, c'est des rumeurs, hein, mais apparemment que Sony voudrait vraiment faire revenir Emma Stone pour un The Amazing Spider-Man 3 en tant que Spider-Gwen. Andrew Garfield, qui avait été à l'époque écœuré de tout le traitement par Sony, de tous les traitements médiatiques du film et d'avoir été largué. Andrew Garfield, grâce à No Way Home, on peut au moins lui dire ça de No Way Home, il a réussi à retrouver son envie de jouer Peter Parker. Les fans sont demandeurs. Donc moi, je voudrais voir un The Amazing Spider-Man 3 avec où on reprend où on s'est arrêté après No Way Home, où on reprend cet environnement de New York, si possible filmé par Mark Webb, avec une Spider-Gwen qui débarque. Après, la question est pour quel méchant? Sony a toujours eu l'envie de faire les Sinister Six, et on le voyait, c'était la scène post-générique de The Amazing Spider-Man 2. On entend parler aujourd'hui que ça pourrait être Venom, ou en tout cas le morceau de symbiote qui est resté dans No Way Home, qui pourrait arriver dans l'univers de Andrew Garfield. Et donc Andrew Garfield pourrait se friter avec une version de Venom. Tant que c'est pas la version de Venom de Tom Hardy, ça me va. Maintenant, honnêtement, je préférais un nouveau méchant parce que Venom, il a été traité dans 3 films, Spider-Man 3, Venom 1 et 2, et on aura un Venom 3. Est-ce qu'il faudrait que ce soit Kraven le chasseur? On sait qu'il va y avoir un film Kraven le chasseur. Est-ce qu'il faudrait que ce soit le Caïd? Mais à ce moment-là, le Caïd, il faudrait que ce soit le Caïd de Vincent D'Onofrio, parce qu'aujourd'hui, le Caïd, c'est Vincent D'Onofrio. Ou est-ce qu'il faudrait que ce soit un méchant totalement différent? Morbius, on sait qu'il va avoir son film. Kraven va avoir son film. Venom, il a son film. Quel méchant, je sais, honnêtement, je ne sais pas du tout. Un retour du bouffon vert de Dane DeHaan. Donc, comme tu disais, le personnage n'a pas vraiment été apprécié. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire revenir, mais pour moi, le plus important, c'est qu'on retrouve cette relation Emma Stone-Andrew Garfield à travers une Spider-Gwen qui viendrait d'un univers alternatif, parce que ça permettrait au personnage, à Peter Parker, de se reconstruire, de ne plus être brisé. Parce que là, on l'a vu dans No Way Home, et il a beau avoir du feel good, le personnage est encore traumatisé par la mort de Gwen Stacy. Donc, moi, j'ai vraiment envie de retrouver ce duo Emma Stone, Andrew Garfield. C'est ce que j'attends le plus. Quoi qu'il en soit, même si Emma Stone ne revient pas, je veux revoir Andrew Garfield dans un film solo. Et je fais confiance à Sony en espérant que ce soit Mark Webb et voilà, que ce soit un réalisateur qui ait des vraies idées de mise en scène qui s'en occupe. Mais maintenant, je fais confiance à Sony, je fais confiance aux fans pour relayer ça. Peut-être que No Way Home a été une bonne chose pour le fait que voilà, les fans se sont tous mobilisés à voir Andrew Garfield. Quand on voit les réactions dans les cinémas, les gens ont vraiment réhabilité Andrew Garfield. Aujourd'hui, il est possible de faire 2 Spider-Man, Tom Holland d'un côté, Andrew Garfield de l'autre. C'est possible. Ce serait pas incohérent. J'attends de voir, mais je suis confiant et en même temps, on a eu la Snyder Cut, donc c'est pas impossible qu'on ait un The Amazing Spider-Man 3. Alors, je vais ajouter quelques mots sur tout ce que tu as dit, parce que du coup, c'est vrai que moi aussi, je serais très curieux de voir un The Amazing Spider-Man 3, hein, je serais très curieux, en sachant toutes les possibilités maintenant qu'il y a dans l'univers Spider-Man. Et tu l'as dit, hein, il n'est pas impossible qu'on ait plusieurs Spider-Man dans plusieurs univers différents. Après tout, chez DC, il y a plusieurs Batman dans plusieurs univers. On le verra avec le Batman de Matt Reeves, donc, qui ne sera pas relié, enfin, je n'espère pas en tout cas, aux autres Batman, par exemple, du futur The Flash de Andrei Muschietti. Donc, c'est totalement possible. Hein. Moi, je ne dis pas le contraire, même si on sait qu'il y a une trilogie une nouvelle trilogie avec Tom Holland qui a tout de suite été commandée par Amy Pascal, donc la productrice donc, de Marvel ou de Sony, je ne sais plus très bien. Mais bref, qui a été comme Sony, oui. Donc, on le sait, là, la franchise Spider-Man a de très beaux jours derrière elle. Alors, après, moi, je pense que je ne sais pas si
parce que il est sûr que si on a The Amazing Spider-Man 3, obligatoirement, ça reprendra, ou en tout cas, il y aura des références à No Way Home. Ça, c'est inévitable, étant donné que le film aura en partie été responsable, ou en tout cas congéniteur de ce mouvement-là qui aura permis au film de voir le jour. Donc, Markham ne pourra pas, du coup, ignorer que ça a été fait avant, voilà, et ne pourra pas non plus ignorer que No Way Home est à ce jour le Spider-Man qui a le mieux marché, voilà, on n'en parlera pas, mais il est en train de tout casser au box-office, ça tout le monde le sait, chaque jour un article de Allociné vient nous rappeler que le film est en train de franchir un cap à chaque fois, mais en tout cas, comme tu l'as dit, si le film a permis une chose, en tout cas, c'était de constater que les fans, ils sont demandeurs d'un nouveau The Amazing. Et ça, c'est génial, tout simplement, parce que Andrew Garfield a encore un de nos personnages, tout simplement. Voilà, il a rangé sa cape trop, il a rangé son costume trop tôt, et s'il leur sort, le film serait peut-être plus attendu que n'importe quel autre film de super-héros. Comme tu l'as dit, si on a pu avoir la Snyder Cut en mai dernier, il n'est pas impossible qu'on ait un The Amazing dans quelques années, hein. Tout le monde en parle. Comme tu disais, Andrew Garfield est largement preneur si un bon scénario lui est attribué. Les fans aussi. Qu'attend Sony, j'ai envie de dire, hein. Et tu l'as dit, il y a plusieurs possibilités. Quel méchant? C'est la grande question qu'on peut se poser. Comme tu l'as dit, il y a Kraven le chasseur, il y a Morbius, Venom. Bon, ça dépend comment c'est mis, mais en tout cas, les méchants, aussi bien dans l'univers DC que l'univers Marvel, c'est parce qu'il manque, hein, des méchants, peut-être même le vautour. Après tout, hein, il y a Michael Keaton qu'on n'a jamais revu après Homecoming. On se demande où il est passé, celui-là. Hein, donc c'est vrai que Dans Morbius, maintenant. Non, mais oui, c'est vrai, oui, on le voit dans la bande-annonce. Et Morbus, on ne sait pas ce que ça va engranger, hein, voilà, j'ai lu des choses comme quoi, apparemment, dans la scène post-générique de Morbus, le film avait été repoussé parce qu'apparemment, pour y intégrer Andrew Garfield dedans. Mais bon, ça, après, bon, les rumeurs, mais bon, après, c'est vrai qu'après tout ce qui s'est confirmé ces derniers mois, les rumeurs, on ne peut qu'accorder de l'attention, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, bon, si Andrew Garfield affronte le vautour de Michael Keaton avec le multiverse, comme tu l'as dit si bien, il est ouvert. Tout est possible. Après tout, hein, on ne sait pas. En plus, il y a Doctor Strange qui est arrivé, donc on ne sait pas quels événements ça va engranger par la suite du MCU. Voilà, donc les possibilités sont ouvertes. Donc oui, les je possibilités soutiens. sont infinies, hein, parce que quand tu Oui, oui, vois les rumeurs de caméo pour Doctor Strange 2, les possibilités sont infinies. oui, c'est sûr. Voilà, on verra bien en plus qui est à la caméra de Doctor Strange. Sam Raimi en contribue à l'univers de Spider-Man. Bon, je vais pas vous refaire le tableau, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Les possibilités sont infinies. Donc, un The Amazing 3, bon, c'est certainement pas le manque d'idées scénaristiques qui manquera à Sony. Voilà, il suffit de prendre un élément ici, un élément là, de reprendre l'histoire où Andrew Garfield avait arrêté. Et puis, voilà, j'ai envie de dire que toutes les conditions et que toutes les étoiles sont alignées pour que ce film puisse voir le jour. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je soutiens ce mouvement. Voilà. Julien, Sinistre Galaxy le soutient aussi. Donc, si ce film voit le jour, nous en parlerons avec grand plaisir. Donc, Oh, que si tu oui. as, On va si suivre tu as autre ça chose. avec. On va décortiquer les miettes qu'il y a et on sera très attentif s'il y a des scènes post-génériques, s'il y a des caméos. On vous fera des vidéos là-dessus. Oui, bien sûr, hein, de toute manière, Marvel et Sony sont très forts, voilà, pour cacher des petits sauts dans la scène post-générique, hein, ils sont très forts pour teaser des choses ici et là, comme tu l'as dit. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans Cameo dans Doctor Strange 2, ça se trouve, on ne sait pas, mais quelque chose se prépare peut-être, hein, dans Sony et Marvel, hein, voilà, peut-être que Marvel a vu que le public était unanime au retour d'Andrew Garfield, et peut-être qu'ils se sont dit, bah tiens, attends, les fans le veulent, et ben on va préparer ça comme ça en douceur, donc peut-être que à l'heure où on parle déjà quelque chose se trame, voilà, hein, Sam Raimi l'a dit il y a quelques jours, il est même pas sûr que Doctor Strange 2 soit totalement terminé. Voilà, moi je dis ça, mais peut-être que je théorise, mais bon, après tout, dans l'univers Marvel MCU, Marvel et Sony, tout est infiniment possible. Donc, si tu as des choses à rajouter sur The Amazing, ou c'est bon. J'ai rien à rajouter. Je dirais juste je dirais juste, comme dirait Venom, merci à cette personne. Ah oui, c'est vrai, c'est exactement. Très bonne réplique. Et donc, on change totalement d'univers. Donc, pas de Marvel,
pas de Sony, pas de Peter Parker, aucune mythologie, un film indépendant, un film sincère. Nous sommes donc en 2017, donc il s'est passé quand même plusieurs années donc depuis The Amazing 2. Je suppose que Mark Webb a eu du mal à encaisser l'échec de son film, mais il revient nettement en force avec Marys, donc avec dans le rôle principal Chris Evans. Donc on parlait de Marvel et bah, vous savez qui est Chris Evans, je suppose. Et donc Chris Evans joue ici donc le père, enfin l'oncle de Marys, donc une fille donc surdouée, donc plus que la normale, j'ai envie de dire. Hein. Il y a cette fameuse, on apprend dès le début qu'elle est précoce, qu'elle a énormément de capacités et notamment du fait de son froid, mais ça on l'apprend tout au cours du film. Marys, c'est un film très sous-coté. Voilà, tu parlais de film sous-coté avec The Amazing Spider-Man 2. Je vais réitérer le même adjectif pour ce film-là. Voilà, Marys, c'est un film beau, tragique, qui traite encore une fois de la relation amoureuse. Voilà, comme tu as pu le constater. Encore une fois, on a toujours cette histoire d'amour, cette romance-là. Ici encore, on a travail, mais il y a des obstacles, il y a des choses autour, il y a des choses qui gravitent autour de cette relation. Mais Marys, en tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup chez Mark Webb. Et si on faisait un film du même genre, je serais parfaitement client. Qu'as-tu pensé de ce Marys? Alors, je l'ai vu ce matin. Comme je te disais, j'ai enchaîné 500 jours ensemble et Marie. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film qui n'a pas de défaut. C'est un chef-d'œuvre, mais vraiment d'un très, très haut niveau. Et c'est un film où j'ai à la fois pleuré à certains moments, j'ai ri, j'ai eu beaucoup de bonheur à regarder ce film. Dès les premières secondes, dès les 2, 3 premières minutes du film, j'ai été conquis par McKenna Grace, cette jeune actrice que je ne connaissais pas. J'avais entendu son nom parce que elle a joué récemment dans SOS Fantôme l'héritage que j'ai pas vu, et, je connaissais le nom, mais je l'ai trouvé plus qu'exceptionnel. C'est une révélation pour moi. C'est impressionnant comme cet enfant et comme cette jeune actrice est prodigieuse. Vraiment, c'est un film qui est sous-coté mais absolu. Et là, je pense que Marie reflète ce que je reproche le plus aux critiques de presse depuis de nombreuses années. C'est pour ça que j'ai arrêté avec les critiques de presse d'en lire et d'acheter des magazines. C'est un film qui a 2,6 sur 5 sur Allociné. Contrairement aux spectateurs qui y ont mis 4,2 en moyenne, c'est énorme. C'est un film que la presse n'a pas compris parce que la presse élitiste, malheureusement pour la plupart, ont vu dans ce film un film avec plein de bons sentiments, un peu de mièvrerie, alors qu'en vérité, c'est un film qui est authentique, généreux, qui traite de thèmes très profonds sur l'adoption, sur les enfants surdoués, leur place, sur l'abnégation à travers le personnage de Chris Evans. C'est un film qui est extrêmement profond et qui le fait, mais qui l'aborde d'une manière mais tellement juste. Et je ne comprends pas que ce film, enfin si je comprends que ce film soit passé inaperçu parce qu'il n'a eu aucune promo et que justement voilà les magazines, la presse soi-disant spécialisée n'en a pas parlé. Mais encore une fois, pour moi, ça prouve l'échec de la presse spécialisée qui sont là pour nous faire découvrir des pépites et que la presse dans son ensemble soit passée à côté de ce chef-d'œuvre absolu qui pour moi est le meilleur rôle de Chris Evans, parce que même si Chris Evans c'est Captain America aux yeux du monde entier, le rôle le plus profond qu'il a eu, c'est dans ce film-là. Pour moi, c'est une injustice absolue que ce film n'ait pas une reconnaissance et un succès. Vraiment, c'est un très grand film. C'est un très grand film. Et encore une fois, McKenna Grace m'a impressionné. Dès les premières minutes, je me suis dit, mais j'aimerais que ce soit ma fille. Et si j'avais une fille, j'aimerais qu'elle soit comme ça. Pas juste parce qu'elle est surdouée, mais parce qu'elle est tellement naturelle. Elle est intelligente, elle est sensible. Cette actrice m'a mis une gifle monumentale et je vais suivre sa carrière de très près. Elle a que 15 ans aujourd'hui, donc elle est encore jeune. À l'époque, elle en avait 10. C'est incroyable le talent de cette actrice. J'ai rarement vu ça chez des enfants stars. Enfin, chez des enfants, j'ai rarement vu ça. Tu as vraiment l'impression que c'est une surdouée. En fait, tu n'as pas l'impression qu'elle joue, tu as l'impression qu'elle est surdouée.
J'ai rarement vu ça. Et puis voilà, après, une très belle histoire aussi, assez pudique, une histoire d'amour assez pudique entre Chris Evans et Jenny Slate. Bref, il y a beaucoup de choses, mais on va y revenir. Pour moi, c'est vraiment une claque. Et d'avoir vu ce film ce matin, franchement, voilà, ça fait du bien. Tu te réveilles, tu vois un film comme ça, ça te porte pour toute la journée. C'est un film que je vais revoir de très nombreuses fois. Et je suis très content de l'avoir découvert. Donc, merci à toi d'avoir insisté pour que on parle de Mark Webb parce que ça m'a permis de découvrir ces deux films, 500 jours ensemble et Marie, mais surtout Marie. Et oui, je vois toute la supériorité du talent de Mark Webb pour s'intéresser à des histoires où justement, voilà, c'est des histoires de personnages qui sont dénués de cynisme, pour lesquels il a beaucoup d'attachement. Et en plus de ça, il y a une réflexion dans le film sur l'existence de Dieu. J'ai adoré cette réflexion. Ça dure pas longtemps. C'est à travers Chris Evans où voilà, tu sens Mark Webb qui est dénué à la fois de cynisme et de jugement. Tu sens que c'est un film qui n'est pas. Ouais, c'est un film qui est anti-élitisme et je suis anti-élitisme, donc ça fait plaisir. Je me suis retrouvé dans ce film. Eh ben, écoute, ça fait très plaisir. Il y a tellement de vrai dans ce que tu as dit là. Alors, tu disais, McKenna Grace, elle est fabuleuse. Et c'est vrai que là, on peut y voir le talent de Mark Webb pour révéler de jeunes acteurs comme ça. Chloé Grace Moretz dans son joue ensemble. Le jeune garçon qui joue Peter Parker au début de The Amazing. Le petit garçon qu'on voit à la toute fin du 2. Voilà, du coup, les petits garçons comme ça. Et bon, il a une petite scène, hein, le gosse à la fin du The Amazing, mais il est très touchant, il est très drôle. Voilà, il prend la place donc du costume de Peter avant que le vrai ne revienne. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans sa carrière et il le prouve encore ici. Et tu l'as dit, c'est McKenna Grace, elle est profonde, elle est touchante et c'est vrai qu'après un film super héroïque comme The Amazing Spider-Man 2, il revient quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus profond. Voilà, il passe d'un film romantique à deux films très super héroïques à un film très profond. Voilà, sur une enfant précoce dont le destin est à choisir tout simplement. Est-ce que Chris Evans, qui est contre le fait qu'on la mette dans une grande école, voilà, qui préfère parce qu'apparemment, voilà, sa mère, donc sa sœur, lui avait donné des mises en garde parce qu'elle voulait que Mary ait une enfance et une adolescence normale, alors qu'on sait malheureusement que dans ce cas-là, eh bien, ce n'est pas possible. Voilà, quand on a des attributions comme ça intellectuelles, c'est très compliqué de faire semblant comme si de rien n'était, mais néanmoins, on a des scènes très touchantes. Et tu l'as dit, il y a tellement de sincérité, il y a tellement de profondeur. Chris Evans, on ne l'a jamais vu comme ça, voilà. Il joue son oncle, ils vivent ensemble et il est très bien, il est très profond dans ce film-là. Même dès l'affiche, on ressent une humanité chez son personnage. Et Mark Webb, il va traiter de relations humaines dans ce film-là, donc de la relation oncle et nièce entre Chris Evans et McKenna Grace, de la relation amoureuse entre Chris Evans et la professeure de Maryse, professeur que j'ai vraiment trouvé très bien, aussi bien dans son personnage, parce on ne se doute pas qu'elle va prendre l'importance, on se dit que voilà, c'est juste une professeure comme ça qu'on va voir 5 à 10 minutes au début, voilà, quand elle est dans la classe, et puis finalement, ce personnage prend de l'importance, prend de l'ampleur même dans le parcours de Maryse. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Et Mark Webb, eh ben, c'est là où tu vois que c'est un très bon réalisateur et qu'il sait très bien porter les scénarios qu'on lui donne et que ça lui correspond. Voilà, que ce sont des scénarios qui traitent d'humanité, de relations, de bons sentiments, comme tu le disais. Voilà, c'est un film qui, encore une fois, fait du bien, même si, encore une fois, il y a des choses très tristes. Voilà, parce que Mark Webb, il sait traiter les moments dramatiques. Voilà, c'est un réalisateur qui traite beaucoup de choses qui font très mal. Voilà, il y a cette scène, notamment vers la fin, où on a Mary, donc que Chris Evans, enfin son oncle, abandonne, enfin la laisse à une famille d'accueil alors qu'il lui avait promis de ne pas la laisser et les revoir, se revoir, ils sont déchirants, ils sont très très déchirants. Et là, c'est là que tu vois que Mark Webb, il peut passer dans un film très super-héroïque et filmer des scènes d'action extrêmement bien foutues, extrêmement bien travaillées avec de belles couleurs. Et voilà, donc il peut très bien passer d'un univers de l'homme araignée à un univers totalement les pieds sur terre et traité d'une famille détruite, d'une famille qui a beaucoup de mal à se recomposer, voilà, notamment avec la grand-mère de Maryse, voilà, qui est un personnage essentiel, voilà, elle souhaite que Maryse aille dans une très bonne école, un peu comme l'école de Maryse.
Voilà, mais Mark Webb, il sait bien filmer McConaughey. C'est vraiment une très bonne révélation. Il y a notamment cette scène qui m'a beaucoup touché. Il y a deux scènes, donc l'une complète l'autre, où ils sont dans le bus scolaire. Et là, donc, il y a un jeune qui transporte son travail scolaire dans le bus et Mary va prendre sa défense en classe. Et elle va tout simplement dire, elle s'excuse de son geste parce qu'on va nous rappeler que la violence, ce n'est pas bien. Donc, il y a une très belle morale. Ce film est vecteur de très bonnes paroles. Et juste après, on a Mary comme ça qui se lève et qui valorise le travail de son camarade de classe et qui force les élèves à applaudir. Et là, j'ai presque une larme parce que je me suis dit, C'est waouh, c'est tellement touchant que j'en ai des larmes aux yeux mais rien c'est qu'en en ça, mais parlant. c'est ça. Tellement le film, il est touchant, en fait, il est beau parce que tu sens que Marie, bah, c'est un personnage qui, même si elle est surdouée, bah, c'est une enfant qui reste complètement, un air complètement innocent. Voilà, elle trouve, voilà, elle dit, bah ouais, bah moi je trouve que ton travail il est top et elle force la classe à l'applaudir. Et l'élève, il regarde autour de lui, il est limite gêné. Et ça, tu te dis, bah voilà, moi si j'avais été à l'école ou même toi, même moi, si on avait eu ce genre de choses à l'école, mais on aurait été génial, on aurait pareil eu les larmes aux yeux. Et c'est là, encore une fois, tout le talent de Mark Webb, c'est qu'on peut parfaitement s'identifier aux situations, aux scènes qu'il met en scène. C'est là où repose son talent. Voilà, ce qu'il met en scène, l'histoire qu'il écrit, on est transporté dedans. Et quel que soit l'âge des personnages, parce que c'est vrai que Mary, du coup, elle est toute jeune, c'est une petite fille. Et ben moi, j'aurais bien aimé que ce soit ma petite sœur. Toi, tu dis que tu aurais bien Ah voulu que ce ouais. soit ta fille. Bon. Et ben moi, si ça avait été ma petite sœur, j'aurais été aux anges parce que c'est une fille adorable, c'est une fille Adorable. innocente, c'est une fille, voilà, elle me touche beaucoup quand elle se trouve dans cette école et que là, elle est en train de résoudre une équation extrêmement compliquée face au professeur. Mais voilà, quoi, tu sens une transparence. Pareil, tu sens que Chris Evans, bah, il est très investi dans le rôle de cet oncle. Il est très investi, il s'en donne un cœur joie. Captain America, comme tu l'as dit, c'est le rôle de sa vie, pratiquement. Mais enfin, aux yeux du monde, encore une fois, je précise bien. Mais on sent que là, Captain America, il n'existe plus. Voilà, il n'a pas de cap, il n'a pas, c'est pas un beau gosse, il a plutôt l'air d'un hippie, d'un mec de tous les jours. Voilà, il a un rôle lambda, atypique, mais il le joue très bien. Voilà, il y a plusieurs scènes au tribunal qui sont géniales. Voilà, où Chris Evans va tenter de prouver sa légitimité à être le proche, à être le tuteur de Mary. Donc voilà, il n'y a pas mille et une choses à dire sur ce film, mis à part que Mark Webb, il prouve qu'il peut passer d'un genre à un autre, filmer des personnages comme ça, qui peut s'attarder sur plusieurs relations. Voilà, cette relation amoureuse qui est très pudique. Encore une fois, Mark Webb garde cette pudeur et c'est très important. C'est pour ça qu'on retrouve plusieurs codes clés chez Mark Webb et c'est là où on identifie son style, ce qu'il est capable de mettre en scène, ce qu'il est capable de diriger et il s'en sort très bien. Donc pour moi, Mary's chef-d'œuvre, tu as utilisé des mots assez forts, parce que moi, pour qu'un film me fasse cet effet-là, ben, je suis très ravi qu'il t'ait autant plu. Hein. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'en parler aujourd'hui avec toi, parce que c'est un film à réhabiliter, mais j'ai un peu l'impression que toute la filmographie de Mark Webb est à réhabiliter, puisqu'on en parle depuis 1 heure et demie maintenant. Mais oui, Mary's, excellent, tout simplement. Et il faut regarder ce film, tout simplement. Voilà, je souhaite, Mark Webb, c'est pas juste les yeux amazing, c'est pas juste un réalisateur qui s'est fait descendre, c'est un réalisateur qui est capable de réaliser des films humains et en profondeur. Il y a de la bonté qui se dégage de ces films et des personnages de ces films. C'était déjà dans 500 jours ensemble, dans la relation Peter et Gwen. Il y a de la bonté qui se dégage de ce petit bout d'enfant de Marie, comme tu disais, avec cette scène où elle sent une injustice et elle y va. Et comme dit, et je me suis mis à la place de Chris Evans, qui est convoqué dans le bureau de la directrice, et il lui dit, vous m'apprenez que ma fille adoptive, qui en réalité est sa nièce, mais ça personne ne le sait à ce moment-là, il dit, vous m'apprenez que Marie a cassé le nez d'un gosse qui venait d'en maltraiter un autre qui était plus grand qu'elle, tout simplement parce qu'elle a voulu prendre la défense d'un enfant maltraité. Il lui dit, mais vous imaginez pas la fierté que c'est pour moi. Et t'es fier quand t'as une enfant comme ça, qui a un sens de la justice. Alors oui, c'est pas bien de frapper, comme elle dit, ok, d'accord, elle fait son petit speech. Bon, on m'a dit de dire, donc voilà, c'est pas bien la violence, mais ensuite, moi, voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, mais franchement, quand tu as une enfant comme ça, mais tu dois être tellement fier d'avoir une enfant comme ça. Et moi, la scène, alors les deux scènes qui m'ont le plus touché, et comme ça, voilà, je m'arrêterai là, les deux scènes qui m'ont le plus touché, alors, il y a cette première scène où elle lui pose des questions sur l'existence de Dieu. Elle lui dit, est-ce que Dieu, il existe?
Et lui, il lui parle 2 fois parce qu'ensuite on apprend qu'en fait, lui, c'est un ancien prof de philo qui a abandonné son métier pour se consacrer à l'éducation de sa nièce. Et il lui donne pas une réponse absolue. Il lui dit, ah, il y a la foi et puis il y a ce que l'on croit. Et puis moi, j'ai pas envie de t'influencer. Et elle lui dit, et Jésus? Il dit, ah ouais, je lui dis, Jésus, je l'aime bien. Lui, il est cool, faut faire ce qu'il dit parce que lui, il est... Tu sens que il y a une absence de jugement, de moquerie sur la foi. Et en même temps, c'est très respectueux. Et puis, il y a cette deuxième scène qui là, vraiment m'a fait pleurer. C'est la scène qui se passe à la maternité. Je pense que tu vois de quelle je veux parler. Ah oui, magnifique, Elle a, magnifique. elle a appris que son père au tribunal, son père biologique, qu'elle ne connaît pas et qui ne la connaît pas et qui n'est pas du tout intéressé de la connaître, elle a appris qu'elle avait un père biologique. Elle est dévastée, elle pleure comme elle n'en peut plus. Et là, plutôt que de lui faire des grands discours, il va l'amener dans une maternité et il va lui montrer la joie des gens de voir leur enfant venir au monde. Et il va lui dire, c'est la même joie que j'ai eue pour toi quand je t'ai adopté, quand je t'ai récupéré. Et tu vas voir, elle est heureuse de voir les gens heureux. Et franchement, cette scène mais, est tellement bouleversante et ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, franchement, cette scène, j'ai rarement eu autant d'émotions sur une scène comme ça, qui est sans dialogue. Tu vois juste dans ses yeux, et c'est là où je te dis, McKenna Grace, pour moi, c'est plus qu'une révélation. Je pense que elle est promise à une très grande carrière. Et encore, elle est jeune, elle a que 15 ans aujourd'hui. Donc je pense que si elle continue de faire des bons choix de carrière, elle sera une très très grande actrice. Parce que très précoce, elle était déjà excellente. Elle est plus qu'excellente même. Donc voilà, le talent, comme tu disais, de Mark Webb de dénicher des jeunes enfants, Chloé Grace Moretz et des autres, là, McKenna Grace, oui, il a un vrai talent de découvreur, de metteur en scène, et c'est quelqu'un qui, voilà, ces thématiques reviennent de la bonté chez les personnages, de l'innocence, de la pureté, mais en même temps, c'est pas naïf. Ouais, bah totalement, oui, t'as dit, cette scène à la maternité, pas les mots, pas les mots, hein. Inutile de mettre des mots dessus, puisque Mark Webb, justement, il nous enlève les mots de la bouche, voilà, il nous laisse bouche bée, et il y a juste les larmes qui sortent, et à ce moment-là, on pleure, parce que Mark Webb, avec le climax de The Amazing 2, il nous faisait pleurer, avec le climax du premier aussi, avec Cincinnati Summers, voilà, à chaque film, il arrive à nous faire ressortir des émotions pures, parce que ces films sont sincères, tout simplement. S'il y a bien un mot qui définit le cinéma de Mark Webb, c'est un cinéma qui garde les pieds sur terre, qu'il traite d'une histoire de comic book ou bien d'une histoire d'humain ou de relations amoureuses. Il en ressort de la sincérité et tout simplement de la bonté, de la générosité. On pleure, on rit, il y a énormément de choses qui ressortent de Maurice encore, c'est magnifique. Et juste, je vais noter ce petit point et après, du coup, je parlerai du coup de son dernier film en date et on conclura. Encore une fois, Murray, il traite du milieu académique, donc milieu qu'il avait déjà traité avec Peter Parker. Et ici, bah, du coup, c'est pas anodin. De quoi il traite encore une fois ici d'une relation oncle-nièce. Donc, relation qu'on retrouvait déjà dans les Amazing entre l'oncle et le neveu. Voilà, c'est une chose. Encore une fois, il lit ces personnages. Il lit parce qu'ils ont des relations proches. Ils sont parents, petits amis. Voilà, il les lit de cette manière-là. Il leur donne des étiquettes toutes simples, des étiquettes naturelles. Mais ici, on sent que Mark Webb, bah, il sort de cette relation oncle Ben, Peter Parker de The Amazing 1, et il nous fait donc cette relation oncle et nièce surdouée. Voilà, encore une fois, Peter était ingénieur en sciences, ici Mary est une petite fille surdouée. Et il arrive à en faire encore une fois quelque chose qui lui ressemble, tout simplement. C'est pas anodin. Et il y a cette scène justement dans le bus, et j'y reviens parce elle est pas anodine. Encore une fois, si on a vu le The Amazing 1, à quoi elle fait penser cette scène? Et ben, elle fait tout simplement penser à Peter qui défend encore une fois l'un de ses camarades de classe dans le premier Amazing. On retrouve même des petits codes, des petites choses comme ça, on se dit tiens, cette scène-là, elle pourrait faire allusion à celle-là. Il arrive même d'un univers à un autre à faire à presque trouver des similitudes. On peut trouver des similitudes entre des personnages que tout oppose, mais on se dit ah bah non, finalement, Peter Parker, il pourrait avoir un lien avec ce personnage-là. En fait, on me dirait que tous les personnages chez Mark Webb sont liés, que je te dirais ah bah oui,
ça ne m'étonne même pas, tellement il y a de similitudes, tellement il y a de ressemblances en fait entre tout ce qu'il a traité dans ces films-là. Et c'est pour ça que son univers il est cohérent. Et encore une fois, il peut traiter de Spider-Man comme il peut traiter de Mary, mais encore une fois, on y trouve des similitudes, on y trouve des points communs entre tous ces films parce qu'il a réussi à imposer une patte dans ces personnages-là. Et t'as tout dit, hein, c'est émouvant, il n'en ressort que de bonnes choses. On a envie de le revoir. Même moi, je pense que je vais le revoir directement après la fin de cette vidéo parce que c'est un beau film et je suis très content que tu m'en parles de cette manière-là aujourd'hui. Voilà, je suis très content de te l'avoir fait découvrir et d'avoir pu en parler. Et si possible de le faire découvrir à davantage de personnes parce que vraiment, regardez Mary's, hein, vous connaissez Ah Mark oui. Webb que pour un ou deux films, et bah, vous allez regarder Mary's, mais vous allez être en PLS pendant 1 ou 2 jours après, parce que moi, je l'ai vu en pleine nuit, Mary's. Voilà, je l'ai découvert comme ça, dans la nuit, par un jour de congé, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et après, ce film m'a endormi parce que il met bien. Voilà, c'est un film triste. Encore une fois, c'est un film dramatique, mais ça, le drame, on reconnaît chez Mark Webb. C'est sa signature, c'est lui. Donc, même s'il n'écrit pas ses scénarios, ça, c'est très important à noter. Voilà, il est peut-être pas scénariste, mais on pourrait limite le penser parce que il fait un cinéma qui lui est propre. Voilà, on sait, on regarde un film et la prochaine fois on se dira, bah ouais, ça on connaît parce que Mark Webb il a l'habitude de traiter de ça. Donc maintenant, voilà, je vais vous parler, voilà, puisque comme je le disais, Julien n'a pas vu du coup Liaison Noire, donc il est sorti en 2017. Voilà, donc Mary's est sorti en 2017, donc il a fait 2 films donc cette année-là, donc il est un peu remis en force après Les Yeux Amazing. Alors, Les Ennuis, donc, c'est l'histoire d'un héros, donc, enfin, d'un héros, du personnage principal, donc, qui s'appelle Thomas Webb. Webb, je suppose que le nom du personnage n'est pas anodin. Mark Webb, Thomas Webb, donc joué par Cannon Turner, donc, qui est un étudiant, donc, fraîchement diplômé, donc, voilà, donc, qui tente de mener une existence pour la moins paisible. Voilà, il est promis un grand avenir, et sa vie va basculer quand il va surprendre son père, donc joué par Pierce Brosnan, évidemment, tout le monde connaît Pierce Brosnan en tant que James Bond, mais il a fait d'autres films, bien entendu. Donc, en dîner romantique avec une femme qui n'est malheureusement pas sa mère. Et notre héros va décider donc de suivre. Alors cette fois-ci, du coup, je ne peux pas spoiler parce que tu ne l'as pas vu, donc si je te donne envie de le voir, je ne vais qu'énoncer donc les grandes lignes de l'intrigue. Il va décider donc de suivre donc la maîtresse donc de son père, donc qui s'appelle Johanna. Je ne connais pas l'actrice, hein, donc je ne vous dirai pas de bêtises, mais il va la suivre. Et donc cette dernière, donc les deux vont se retrouver mutuellement attirés l'un par l'autre et vont entamer une relation à leur tour, alors que cette femme en question donc, sort déjà avec son père. Donc il y a donc c'est pour ça que le film s'appelle Liaison Nord, puisqu'on va parler de plusieurs relations, donc notamment donc cette relation adultère entre Pierce Brosnan et du coup cette femme Johanna et son fils avec cette même femme. Donc on va se retrouver à ce que le père et le fils aiment la même femme. Voilà, on retrouve cette question de l'amour, de la relation amoureuse, de la rupture, voilà, du deuil. On va le retrouver aussi. On a également Jeff Bridges dans un rôle très notable, donc qui joue le voisin donc de Thomas Webb. On a aussi donc Mimi, donc une fille donc sur qui attire fortement donc notre personnage principal. Donc ça se passe à New York. Voilà, Mark Webb, il se casse pas la tête, il situe ses films toujours à New York. Voilà, donc on voit les sommets, donc de l'Empire State Building. Voilà, on reconnaît Mark Webb, il filme dans un environnement qui lui est propre. Donc on reconnaît son cinéma donc des environnements dès le look du personnage donc qui porte, voilà, qui a un look tout à fait atypique, qui porte des lunettes. Voilà, on reconnaît presque une sorte de Peter Parker mais dans un film qui n'a rien à voir. Voilà, on reconnaît un petit peu le look, il y a encore des thématiques qui ressortent par rapport au cinéma de Mark Webb, notamment donc cette thématique de la relation amoureuse et de ce qui est le maillon faible de cette relation. Voilà, donc c'est un film vraiment bien, voilà, qui n'a pas autant de bonnes vibrations. C'est pas un feel good, mais c'est pas non plus un film triste. Voilà, c'est un film qui va traiter du passage à l'âge adulte, puisque notre héros, il est jeune. Il découvre tout juste le monde adulte, voilà, il se prépare à rentrer dans le monde du travail. Son père souhaite qu'il intègre l'entreprise familiale, voilà, puisque à savoir le milieu de l'édition. Donc on parle encore une fois d'un milieu qui est très littéraire, voilà, et c'est un milieu qui ressemble fortement à celui de Mark Webb. Voilà, on sent qu'il veut beaucoup traiter donc du livre, d'un New York très vintage. On sent que c'est son truc de filmer ça.
Et moi, je vais le recommander à toi, Julien, qui ne l'a pas vu. Voilà, je te le recommande parce que même s'il y a certaines choses que tu n'aimeras pas, je pense que tu vas peut-être sûrement adhérer au héros principal, que ça va être un film que tu vas bien aimer, peut-être sous sa fin, sur son aboutissement, sur la dualité. Voilà, c'est un film qui a encore une fois de la pudeur. Je sais que toi, tu recherches beaucoup ce genre de choses dans les films, et bah, pour le coup, pareil, on ne voit, c'est suggéré, c'est subtil, un peu comme dans 500 jours ensemble. Les deux personnages vont avoir des rapports charnels, on ne va pas le montrer, ça ne va pas être vulgaire, ça va être suggéré. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est un truc que tu vas retenir du film, c'est qu'il est dépourvu de vulgarité et comment dire, de montrer des relations, des rapports sexuels à l'écran. Voilà, je pense que ça devrait te convenir pour ça. Que le héros va te plaire éventuellement, que l'histoire va peut-être te parler sous certaines formes. Donc voilà, donc pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu, encore une fois, c'est un film très sous-coté, donc je recommande très chaudement. Voilà. Bah, c'est bien, parce que justement, j'avais un petit doute sur le fait, est-ce que ça aurait été avec de la pudeur ou est-ce qu'on voit des relations charnelles filmées frontalement? Et si tu me dis qu'il y a autant de pudeur que sur 500 jours ensemble, au niveau des scènes de sexe, bah, ça me rassure parce que au moins, voilà, on reste dans la cohérence de Mark Webb et voilà. Oui, oui, C'est oui, du non, coup, mais oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on voit les deux personnages qui sont dans une sorte de relation. On va les voir pas nus, justement. C'est là où le film va jouer, c'est qu'on va les voir. Lui, on va le voir torse nu et on va le voir sous la couverture. On va les voir dans le lit. Mais le film ne va jamais aller plus loin que ça. C'est là que j'ai bien aimé, c'est que je me suis dit, voilà, ok, Mark Webb reste dans cette thématique. Voilà, il va là et il a la limite. Il filme un couple. On ressent ce qui se passe entre les deux au niveau du contexte, au niveau du scénario, au niveau de leur personnage, parce que l'histoire, il faut qu'elle paraisse quand même crédible. Voilà, on parle quand même d'un jeune qui va entretenir des rapports avec une femme qui a déjà des relations avec son père, donc voilà, vois-tu la complexité de l'intrigue. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui n'est pas vulgaire, qui va poser d'autres questionnements, qui va poser d'autres thématiques et qui correspond à Mark Webb. Mais c'est peut-être son film le plus. Mary's était profond, les Spider-Man étaient sincères, Sans son jour ressemble démontrait déjà toutes les complexités de la relation amoureuse, et je dirais que c'est Mark Webb qui veut faire quelque chose de différent, quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus adultère, mais qui va rester dans ce qu'il sait faire de mieux. Voilà. bah écoute, tu donnes envie de le voir, hein, et puis comme tu disais, il y a le point commun, c'est que tous ces films se passent à New York et il filme très bien New York. Enfin, sauf Bah, Marie qui se passe pas à New York, mais voilà, ça filme. C'est un réalisateur new-yorkais, voilà, il y a des ouais. éléments récurrents de sa filmographie et ça, ça fait plaisir. Absolument, c'est un peu comme Shyamalan avec Philadelphia. Voilà, il filme des environnements qu'il connaît parfaitement. Alors, avant de conclure, hein, parce qu'on arrive au terme du coup de cette rétrospective, Mark Webb, il s'est enfin, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur grand écran, puisque du coup, son dernier film remonte à 2017, on est quand même en 2022, donc je ne sais pas quels autres projets. On parle d'un remake en prise de vue réelle, donc de Blanche-Neige et les Sept Nains, mais bon, c'est un projet dont je n'ai aucune information, ni je n'ai pas du tout entendu parler, donc voilà. Et donc peut-être que s'il y a un The Amazing Spider-Man 3, peut-être que du coup il reviendra sur le devant de la scène et que ça l'encouragera à poursuivre avec d'autres projets. Honnêtement, Oui. j'espère que ça va être plus The Amazing Spider-Man 3 parce que si c'est bien le Blanche-Neige live action dont on est en train de parler, où il y aura plus les sept nains. Bon, je sais pas si tu as vu les polémiques, Ah mais oui, oui. voilà, il y aura plus les sept nains parce que c'est discriminatoire. Il y aura pas Blanche-Neige parce que les blancs c'est pas bien. Il y aura pas le prince. On se demande ce qu'il y aura. Hein, ce sera neige tout simplement, neige. Voilà, neige et les hommes de petite et les créatures enchantées. Honnêtement, je préfère que ce soit un The Amazing Spider-Man 3. Oui, je comprends ton point de vue, mais c'est vrai que voilà, en me renseignant ce matin pour savoir s'il avait des projets en cours ou qu'il avait été nommé pour réaliser un film, bah, je n'ai vu que ce remake apparemment qui est annoncé. Voilà, il y a eu un point d'interrogation, on n'en sait pas plus sur sa future carrière de réalisateur, donc je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, hein, mais il n'est pas dit, voilà, dans les prochains jours, dans les prochains mois qu'on annonce soit un The Amazing, soit un autre projet qui pourrait lui sembler totalement propre à lui-même. Donc, à la télévision, donc vous avez pu le voir donc pour la série donc Crazy Ex-Girlfriend, donc sorti en 2015, donc il a réalisé donc l'épisode 1 de la saison 1.
Il a fait la série Limitless, donc adaptée donc, du film avec Bradley Cooper, que je vous recommande chaudement Excellente d'ailleurs, série. donc de 2015 à 2016. Et enfin, il a réalisé donc la série donc The Society, enfin le film, le téléfilm, je ne l'ai pas vu, donc en 2019, donc The Society, voilà. Et je crois qu'il a encore fait quelque chose en 2019, mais c'est quasiment passé inaperçu. Donc voilà, donc en dehors donc de sa modeste mais très bonne carrière au cinéma, vous avez pu le voir en série télé. Et oui, la série Limitless, c'est à voir, c'est à voir. Donc, bah, écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette rétrospective. Je te remercie, donc, Julien, de t'être joint à moi pour qu'on puisse parler, évoquer donc toutes les thématiques, le cinéma de Marc Webb. Voilà, ce fut vraiment un plaisir donc de travailler avec toi. Encore une fois, je vous invite à aller revoir les lives qu'on a fait ensemble parce qu'on en a fait beaucoup. Voilà, ça va de Alexandre Aja à Ghostbusters, même en 2020. On a fait énormément de sujets. On a fait On Ridley essaye de Scott. réhabiliter des films à chaque fois, on essaye de réhabiliter des films. On avait essayé de réhabiliter SOS Phantom, le reboot féminin qui se fait exploser à chaque fois. Là, on essaye de réhabiliter Mark Webb et on réhabilitera d'autres films ensemble. Exactement, bah oui, de toute façon. Et voilà, donc exactement. Voilà, donc avec Julien, voilà, je vous invite à aller voir tous les lives qu'on a fait ensemble parce qu'il y en a un bon paquet. Nous sommes deux et il y a d'autres collègues youtubeurs très sympathiques que vous avez déjà vus sur la chaîne également qui se joignent à nous. Voilà, bon, bah, si vous avez du courage, les lives durent bien souvent 2h30, 3 heures parce que bah, il y a des choses à dire sur ces films-là, mais au moins on a évoqué un bon nombre de sujets. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, je vous mettrai bien entendu tout ça en description. Et il est déjà prévu que nous retravaillons ensemble dans les prochains mois. Voilà, il y a des choses qui se préparent dans les coulisses. Donc, bah, écoutez, merci à toutes et tous donc d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, à très vite. Merci Julien pour cette collaboration, pour cette Merci à rétrospective. toi. Et on se retrouve très vite pour le live Roland Emmerich et Absolument, oui. on réhabilitera ensemble la saison 8 de Game of Thrones. Absolument, parfait. Bah voilà, parce que nous sommes deux très grands fans de Game of Thrones, donc voilà. Petit teasing. Voilà, bah écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et puis en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le À monde. tout le monde.